Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle session de lecture de sciences sociales. Nous sommes toujours sur En toute puissance 2006. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez toujours une commande dans le chat qui est point d'exclamation HS. J'allais dire HG, mais non. HS, qui vous donne accès du coup évidemment au blog, à la chaîne YouTube de V6 et de Shaika, qui sont donc deux personnes de qualité qui notamment en ce moment travaillent sur tout ce qui est l'autoritarisme, tout ça. Vous savez, des choses importantes qui se passent en France actuellement. Par exemple, dans le contexte de grève dans lequel nous sommes, coin de l'œil, hein. Hein, hein, hein. Toujours est-il que nous sommes donc sur les hauts scores SDO. On est plus particulièrement donc sur les hauts scores SDO. Ont-ils eu les besoins sapés? Donc pour les hauts scores SDO, pour ceux qui ne sauraient pas dans le chat, ce sont les social dominance orientation, l'orientation à la dominance sociale. Autrement dit, les personnes qui estiment, qui croient, qui pensent, qui sont convaincus qu'ils doivent être ceux en charge, ceux qui sont au-dessus des autres, ceux qui doivent décider, ceux qui savent, alors que les autres finalement ne sont que des sous-fifres qui ne le savent pas. Ils sont persuadés d'être le meilleur ou la meilleure, mais généralement c'est le meilleur, hein. On a vu plus tôt dans le livre que très régulièrement les SDO sont plutôt des hommes blancs, riches, avantagés quoi. Et d'ailleurs, a priori, de ce qui avait été dit dans le texte plus tôt, c'est notamment le fait d'avoir été particulièrement avantagés tout au long de leur existence qui leur donne cette confiance en eux absolue, qu'ils sont les personnalités les plus adaptées à être en charge, parce qu'ils ont eu toujours une cuillère en or dans la bouche. En gros, ils partent du principe qu'ils sont des êtres divins, des espèces d'entités qui devraient être toujours systématiquement en charge, sans remettre en question tout ça. Et le fait que du coup, globalement, rien ne se plante dans leur vie continue évidemment à renforcer ça. Et dans le cas où ils ont des petits problèmes dans leur vie, ils vont finir par tomber sur une autre variation en général de leur délire, qui va être de tout simplement justifier le fait d'être en galère par le fait que ce sont les autres qui viennent leur porter préjudice, ce sont les autres qui leur veulent du mal, parce que justement ils sont meilleurs, parce que justement ils valent plus, les autres sont jaloux, sont mauvais, et donc viennent les empêcher. Donc là, on arrive sur une nouvelle thématique. Est-ce que ces hauts scores SDO, est-ce que ces hauts scores en fait ont eu leurs besoins sapés? Puisqu'on a vu notamment que tout un tas de comportements plutôt négatifs viennent du fait d'avoir nos besoins sapés. Nos besoins, c'est un peu tout et n'importe quoi, qui peuvent être avec différents ordres d'importance. On a vu ça plus tôt dans les récits, enfin dans le livre. Et donc, tout simplement, si vous avez des besoins qui sont sapés, vous allez avoir potentiellement des conséquences négatives, un fonctionnement qui peut être plus violent, plus agressif, à cause du fait que justement vos besoins n'ont pas été satisfaits. Encore une fois, quand je parle de besoins, ça peut être vraiment des besoins comme le fait de se nourrir, mais ça peut être aussi des besoins plus comment dire, plus spirituel, le fait d'être reconnu, le fait d'avoir un environnement qui est safe, le fait de trouver un emplacement avec d'autres personnes où vous êtes respecté, et ainsi de suite. Et donc quand ces besoins sont sapés, c'est tout simplement au pif, hein, vraiment par hasard, hein. Et encore une fois, dans le cas de notamment actuellement le contexte de grève qui est en train de se généraliser, potentiellement un environnement qui est sapant, ça va être un environnement comme le milieu de travail, dans lequel on vous met de l'autorité dans la gueule tout le temps, qu'on vous respecte pas, qu'on vous considère comme une ressource qu'on peut jeter comme une vieille chaussette, hein, dans lesquelles on vous méprise, dans lesquelles on vous fait monter en fait en combat avec les autres pour essayer de simplement vous empêcher de pouvoir avoir la moindre revendication. Par exemple, par exemple, vraiment par hasard, hein, c'est voilà. Pour être gentil, prenez soin de vous. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que prenez soin de vous, il y a prenez soin de vous et prenez soin des autres. Parce qu'encore une fois, l'espèce humaine est une espèce qui vit en groupe, qui est une espèce sociale. Donc en fait, on ne peut pas être tout seul dans son coin à prendre soin de nous. En fait, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que tu ne satisferais pas certains de tes besoins. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi, que tu ne te rendes compte pas, en fait, tu as un besoin de proximité sociale qui peut être plus ou moins élevé, qui peut correspondre à une certaine chose et correspondre à une totalement autre chose pour une autre personne. Mais néanmoins, tu as des besoins là-dessus aussi. Et le cadre qui va notamment satisfaire ces besoins, c'est aussi, pas que, mais c'est aussi des cadres dans lesquels tu vas pouvoir évoluer avec d'autres personnes qui vont te respecter, qui vont prendre en compte ce que tu dis, ce que tu ressens, et qui vont essayer justement de te laisser en fait dans un cadre safe
te réaliser. Et ça aussi, c'est un autre point qui est important, parce que là, j'ai pas encore parlé de ça, mais dans les précédents textes qu'on a vus, il y a aussi cette idée de laisser de l'autonomie. C'est pas parce que vous pensez être comment dire, en meilleur état, enfin avoir une meilleure connaissance que la personne de ce qu'elle doit faire, que vous devez lui dire de faire ça en fait, que vous devez lui imposer ça. En fait non, il faut laisser la personne se réaliser elle-même. Et donc de fait, il faut laisser l'autonomie à la personne. Si vous êtes dans un environnement où en fait vous ne permettez pas l'autonomie de la personne en face de vous, vous allez saper son besoin. En l'occurrence son besoin d'autonomie. Et ça c'est très problématique aussi. Bref, sur cette petite aparté, on va dire, pour replacer un peu les choses, sur cette introduction, on entame la lecture de la partie. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas évidemment à me poser des questions dans le chat. Vous n'hésitez pas également à poser des questions éventuellement sur YouTube dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à partager peut-être quelque chose qui vous fait écho. Vous dites ah mais oui ça je l'ai vécu, ça me dit quelque chose, tout ça tout ça. Voilà, c'est fait pour. Enfin, n'hésitez pas à interagir quoi, tout simplement. Et on est parti. Dans l'étude de la personnalité autoritaire, qui précédait celle du RWA, donc le Right Wing Autoritarisme, l'autoritarisme de droite, mesurant à la fois la facette soumission et la facette domination, les entretiens avec les hauts scores montrent très explicitement un sapage de leurs besoins, tant en compétences qu'en autonomie, en proximité sociale. Il n'y a pas vraiment de doute quant au fait que c'est bien là la source de leur fermeture à l'orientation, de leur orientation contrôlée, de leur propension à adhérer aux idées fascistes. Les études sur le RWA ne montrent pas autant de violence envers eux. Ils n'étaient pas maltraités enfants par exemple, mais davantage une grande fermeture sur le monde, une sorte de vie réduite à un seul groupe, à un seul type de connaissance, à un seul type de raisonnement. Les espaces où ils pourraient trouver une ouverture sont dits menaçants. C'est vraiment ce qui bloque leur développement, et c'est celui de l'orientation autonome. On le voit parce que dès lors qu'ils peuvent vivre des expériences avec des groupes variés et des mondes plus ouverts, le RWA baisse. On aurait donc une orientation contrôlée, non pas par sapage des besoins, mais par une absence de nourrissement. Les possibilités offertes sont appauvries à cause de la peur de l'autre, peur des menaces. Donc là, on revient sur quelque chose déjà qui était montré plusieurs fois, et qui est vachement pertinent et qui est vachement intéressant, c'est que vous avez vraiment deux types de personnalités dans les personnalités qui adhèrent à tout ce qui est autoritarisme et tout ce qui est fascisme. Vous avez le SDO d'un côté, qui est globalement la personnalité qui craint, hein, vraiment, parce qu'on est sur l'orientation à la dominance sociale, donc vraiment on est sur les personnes qui veulent dominer, qui croient qu'ils doivent dominer, et donc là c'est très compliqué de changer ce genre de personnalité. Mais de l'autre côté, on a également le RWA, l'autoritarisme de droite, où là finalement on est sur des personnes qui ont ces fonctionnements-là, pas vraiment parce qu'ils ont une croyance absolue qu'ils valent mieux, mais parce que justement ils ont peur. Ils ont peur des autres. Leurs besoins en fait n'ont pas été détruits, leurs besoins n'ont pas été satisfaits. Et ce n'est pas la même chose. Dans le cas d'un SDO, on est plus sur des personnes qui ont subi des choses, qui les ont mis dans une certaine vision. On est sur vraiment un besoin qui a été cassé, empêché, détruit. Là où finalement sur du RWA, on est vraiment sur juste un manque on va pas dire d'information parce que c'est pas de l'information, mais on est sur un manque de nourrissement en fait. Ils n'ont pas de milieux sociaux, ils n'ont pas d'attache sociale et ainsi de suite. Ils en ont. Le seul problème c'est qu'ils en ont qu'une seule. Un SDO globalement il va croire qu'il est au-dessus de tous les autres, point. Pour résumer très gros. Un RWA il va croire que son groupe est mieux que les autres. Et ce n'est pas la même chose du tout. Parce que du coup, on se rend compte que finalement, un RWA, si on va réussir à lui présenter tout simplement des éléments d'ouverture, des éléments autres, si on va lui permettre par exemple de se retrouver dans un contexte social totalement différent, il peut apprendre. Il peut apprendre d'eux. Il peut se rendre compte que finalement, ce ne sont pas une menace, finalement, ça peut être une force. Et donc, on se rend compte qu'en finalement, et c'est ce qui a été fait par les études, quand un RWA est mis dans des groupes plus variés, dans des structures plus variées, qu'il se retrouve à être confronté à ce qui lui faisait peur, et que du coup, il se rend compte que non, en fait, ça l'attaque pas, ça lui fait pas de mal, voire même il peut apprendre des choses, il va se rendre compte de tout un tas de choses, et son score va baisser en fait, son score de RWA va baisser, parce que finalement, la peur est vaincue. Par l'expérience, la peur est vaincue. Dans le cas d'un SDO, on ne le constate pas ça. Dans le cas d'un SDO, vous le mettez dans un groupe qui est plus ouvert, il va être juste plus SDO. C'est triste. Mais globalement, ça va pas du tout faire changer quoi que ce soit. Il va juste continuer à être un SDO. Et il va juste continuer à estimer qu'il vaut mieux que les autres et que les autres comprennent pas que les autres finalement ils sont de la merde. Donc on est vraiment quand même sur quelque chose qui est finalement relativement intéressant parce que les SDO sont pas si nombreux que ça.
Il y en a, hein, il y en a de manière non négligeable, mais par rapport à la grande majorité des gens qui sont dans des fonctionnements, on va dire fascistes, autoritarisme, généralement, ils sont plutôt RWA que SDO. Alors, ils peuvent être même RWA et SDO, et alors là, c'est le combo gagnant, hein, c'est vraiment le pire. Mais en soi, il y a surtout beaucoup de gens qui ont besoin d'ordre. Le RWA, il faut bien garder cette idée-là en tête, ce que je l'avais déjà dit dans les anciennes VOD, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'ordre. C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui vit dans une société qui lui fait peur, qu'il en ait plus ou moins conscience, et qui, pour maîtriser cette peur, a besoin que tous les tenants et aboutissants soient contrôlés. Il a besoin qu'on lui dise le monde il fonctionne comme ça, c'est bon, ne t'inquiète pas. Si tu fais ça, il se passe ça, point. Voilà. Il a besoin d'un ordre. Et donc c'est pour ça qu'il va sur des systèmes autoritaristes. C'est pour ça qu'il va sur des systèmes fascistes, où on apporte une réponse justement de type ordre. Parce qu'on va venir par notre dialogue, par notre discours dans tout ce qui est fascisme, dire mais finalement il suffit de faire ça, ça et le monde y tourne bien. Une réponse simple pour ce problème-là, et ben les gens sont en mode oui ok c'est bon je vais là-dedans. Et donc ils vont avoir ces comportements-là fascistes, autoritaristes, parce que ça vient répondre à leurs besoins en fait. Ça vient répondre au fait qu'ils ont peur et que ça apporte une solution à cette peur. Sur un SDO, c'est pas le cas. Sur un SDO, il n'est pas en train d'avoir peur. Sur le SDO, il n'est pas en train de se dire oh mon dieu, j'ai besoin d'ordre. Non, le SDO, il se dit juste je vaux mieux que vous. Partant de là, finalement, c'est pour ça que le RWA est assez positif, entre guillemets, c'est parce qu'on peut modifier un RWA. On peut apporter des comportements plutôt prosociaux. On peut apporter un changement chez les personnes qui sont racistes, chez les personnes qui sont fascistes, parce qu'ils ont un profil RWA. On le peut. Un SDO, c'est pas possible. En tout cas, c'est extrêmement plus difficile. Et bonjour Norme Flou, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en pleine lecture de sciences sociales. On est sur En toute puissance, un livre qui a été écrit par Vicis, qui est dans le chat, en tout cas qui était là tout à l'heure. Et on est sur les profils donc de personnes qui sont autoritaristes, fascistes, racistes, tout ça, tout ça. Donc on est sur des gens d'une grande qualité. Non. 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 Mais bon, bref, c'est intéressant et on continue. En quoi c'est respecter l'autonomie de la personne si on a envie de faire changer la personne? Parce que tu vas pas forcément faire changer la personne dans le sens où tu vas pas lui dire tu vas changer et tu changes. Tu vas lui montrer un environnement différent et par le fait simple de lui montrer un environnement différent, elle va très probablement changer. Mais par ses propres besoins à elle. Faut bien se rendre compte que ce qui a été montré plus tôt aussi dans le texte, alors pas aujourd'hui du coup, c'était lors d'une précédente lecture, c'est une construction sociale que d'être autoritariste de droite. Les fonctionnements fascistes, les fonctionnements ultra-violents qu'on a sont plutôt une construction sociale, puisqu'on se rend compte que, notamment si on épuise les personnes qui ont un haut score RWA, ils sont moins susceptibles de pouvoir faire justement des expressions racistes et compagnie. Ça montre que du coup, il y a un réel travail, il y a une réelle construction qui est maintenue, il y a un effort constant, qu'ils en aient plus ou moins conscience, de la part des personnes RWA à maintenir ce système RWA. S'ils sont trop fatigués pour maintenir ce système, ils ne peuvent pas le faire, ou en tout cas ils le font nettement moins. Ça montre donc que finalement ce n'est pas leur état, on va dire, naturel. J'aime pas trop faire le rappel à la nature parce que je trouve que c'est pas forcément adapté, mais ça montre que par le fait que quand on les fatigue, ils sont d'autant moins susceptibles de faire preuve de tous ces systèmes-là de pensée, ça montre que ce n'est pas quelque chose qui est inné en eux et qui est comme ça, qui est leur mode de fonctionnement, on va dire, normal de base, en dehors de toute influence. On voit bien que c'est parce qu'il y a un contexte social particulier, parce qu'il y a un renforcement du fait, notamment, d'un vase clos, d'environnement qui finalement a les mêmes idées et propage les mêmes idées et ainsi de suite, que ça se nourrit et que ça se maintient. Si tu enlèves ça, en fait, ça se casse la gueule tout seul. Et donc du coup, on n'est pas sur casser l'autonomie, on est sur justement apporter plus d'éléments et laisser la personne faire avec, en fait. C'est pas un problème éthique si par exemple on est psy avec une personne comme ça, de dire on va faire en sorte que tu changes pour ton bien, même si t'es pas venu pour ça. C'est compliqué. Mais le truc c'est que tu vas pas lui dire je vais te changer pour ton bien. À plus forte raison si c'est la personne qui est venue pour ça, c'est encore un autre débat parce que là tu dis toi bien si t'es pas venu pour ça, mais le truc c'est qu'en fait juste présenter des éléments différents va suffire à casser ce genre de fonctionnement, au moins en partie. Donc on n'est vraiment pas sur des questions éthiques, ça n'a rien à voir. En fait, encore une fois, on n'est pas sur on va activement changer ta manière de voir le monde. Nous, là, comme ça, ils vont le faire assez naturellement, en fait.
Donc je vois pas trop en quoi ça peut être un problème éthique. Au-delà de ça, dans un point de vue plus méta, est-ce que vraiment il faut défendre et protéger, on va dire, les personnes, qui ont des fonctionnements autoritaristes, racistes et ainsi de suite, dans leur fonctionnement? Est-ce qu'il faut continuer à valider ça alors que littéralement eux détruisent la vie de gens, vont attaquer des gens, vont faire preuve de violence, que ce soit verbale, que ce soit, physique envers des gens? Est-ce que vraiment il y a une pertinence à vouloir protéger ce genre de fonctionnement-là? Personnellement, je pense pas. Et du coup, éthiquement parlant, est-ce que ça pose pas problème de maintenir et de bloquer une évolution potentielle d'une personne en lui disant: «Bah, écoute, tu as ce fonctionnement-là, je sais que si je fais ça, tu vas probablement changer, mais du coup, je vais te protéger et je vais pas faire ça». Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est quelque chose d'adapté? Je pense pas. Je pense que c'est même un gros problème. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur: «Ferme ta gueule, maintenant t'es plus raciste». Non, on est juste sur: «Tiens, en fait, il y a ça qui traîne là. Voilà, regarde ça». Et si tu rends compte de ça, bah, en fait, la personne va changer. Mais c'est pas parce que tu sais qu'elle va probablement changer en lui montrant ça que activement tu la forces à changer. Vous voyez, c'est pas la même chose. Je sais plus qui disait ça, si c'était un de mes profs ou dans mes lectures. Peut-être Carl Rogers disait que la personne ne peut pas changer. Une personne ne peut changer une autre personne. On peut juste lui offrir l'espace de changer par elle-même. Seule la personne peut se changer elle-même. Oui, c'est un peu ça. C'est que tu vas pas la forcer. T'es pas derrière avec des coups de bâton en train de lui dire stop, ça suffit, t'es plus raciste. Allez, c'est fini. Non, de toute façon, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Juste, tu vas lui présenter des éléments, et par le fait qu'elle va voir ces éléments, elle va, notamment si elle a un gros profil RWA, elle va probablement voir bah, du coup ce système se casser tout seul en fait. Ça peut être très long, ça peut être très compliqué, hein, on est d'accord. Il y a peut-être des personnes qui vont être plus susceptibles que d'autres, et ça va venir notamment du contexte dans lequel elle évolue. Si vous avez quelqu'un qui a un haut score RWA, mais que finalement son environnement est déjà assez peu, comment dire, assez peu fermé, que, ok, elle a quelques personnes RWA dans son entourage et que c'est notamment par ça et par cette influence-là que du coup elle a ce fonctionnement-là, mais qu'à côté de ça, elle a pas mal d'ouverture d'esprit, on va dire, et pas mal de possibilités d'ouverture dans son environnement. Finalement, vous allez pouvoir lui montrer quelques éléments de plus et ça va se casser tout seul. A contrario, il y a d'autres personnes qui vont vraiment évoluer dans un vase clos, très vase clos, et là ça devient compliqué. Le plus efficace, c'est de la faire aller à la fac. Les scores en RWA baissent avec la fac, pas dans toutes les disciplines. Ouais, c'est complètement. Complètement. Typiquement, vous prenez quelqu'un qui effectivement a un haut score de RWA et vous le mettez dans un environnement de type sciences humaines et sociales. Et là, d'un coup, ça risque de faire attends, quoi? mais toutes ces croyances que j'avais en fait sont fausses. Oh mon dieu! Mais ouais. RWA, c'est right wing autoritarisme, autoritarisme de droite. C'est tous les profils qui en fait ont globalement dans l'idée peur du monde, peur des environnements sociaux différents du leur, parce qu'ils vivent notamment dans un vase clos, et qui du coup vont avoir besoin d'autorité, vont avoir besoin d'un cadre fort parce que c'est rassurant, et qui du coup très facilement vont tomber dans tout ce qui est autoritarisme, fascisme, racisme et ainsi de suite. Le petit napoléonien qui veut faire de l'histoire, ça va leur faire tout drôle. Bah, typiquement, ouais, ça peut, ça peut. Alors après, encore une fois, c'est pas forcément toujours le cas parce que ça dépend de beaucoup de choses. Si vous allez à la faculté, par exemple, mais vous tombez sur une faculté qui est ultra conservatrice, est-ce que du coup, vous pensez que vous allez pouvoir remettre beaucoup en question votre système de pensée? Bah non, en fait, parce que vous allez probablement tomber sur une version de l'histoire qui sera pas tout à fait la bonne. Dans le cas d'un petit napoléonien qui voudrait faire de l'histoire, s'il va dans une faculté d'histoire qui est ultra conservatrice, bah peut-être qu'il va se rendre compte que finalement, rien du tout. Parce que tout l'environnement aura été construit par rapport à cette vision conservatrice. On va remanier l'histoire. On a tout un tas de personnes dans l'éducation, hein, à différents niveaux, de chercheurs même, hein, qui sont conservateurs, qui sont des gens de droite bien dégueux, et qui font preuve bah, tout simplement d'une réécriture de l'histoire, des événements scientifiques. Et donc là, du coup, tu peux pas forcément évoluer. Encore une fois, beaucoup de choses, faut prendre en compte beaucoup de choses. Vous allez par exemple à Aix-en-Provence faire de la psychoclinique, vous allez être surpris parce que c'est une. Alors en tout cas, moi à l'époque où j'y étais, c'était au niveau de la psychologie clinique, une faculté qui était quand même très conservatrice. C'est-à-dire qu'on t'enseigne Freud et Lacan comme étant actuels. C'est problématique. C'est très très putain de problématique. Vraiment. Et pourtant, c'est le cas, vous voyez. Salut, ambiance gros cerveau. Bonjour, capitaine Brocoli. Effectivement, on est sur des sciences sociales. On est sur des sciences sociales, donc effectivement, un peu gros cerveau. Je continue à rattraper un petit peu.
Il y a vraiment un auteur qui s'appelle Cringe? Non. Non. Non, non, non. On a eu un Stéphane Bern en début de stream qui nous a impacté beaucoup. En France, on a un problème avec Lacan et Freud et c'est impressionnant. Ouais, ouais, c'est infernal. C'est vraiment infernal. C'est vraiment très problématique. Je continue à rattraper. Pap, pap, pap. Et du coup, pour les SDO, est-ce qu'il y a que pelle, nuque, forêt qui marche? Alors, je dirais pas jusque-là, mais néanmoins, c'est particulièrement compliqué de casser un haut score SDO. Je sais plus si on a vu des moyens d'en casser pour l'instant dans le livre, des fonctionnements, hein. Quand je dis de casser un SDO, c'est pas de casser la personne, c'est de casser le fonctionnement SDO. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Un Stéphane Bern, ouais, un Stéphane Bern, c'est toujours agressif de bon matin. Donc Stéphane Bern, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un de qualité discutable qui fait de l'histoire, pas vraiment histoire royaliste, et qui est donc un présentateur télé qui fait des émissions soi-disant d'histoire, mais réécriture as fuck dans tous les sens, et qui du coup vient faire ça dans ma ville. Il vient faire ça dans ma ville, ça me dégoûte. Et donc du coup, il y avait une petite vidéo qui nous a fait hier, qui est apparue aujourd'hui, et donc je l'ai diffusée ce matin en début de live, voilà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc il vous a fait un sourire cocaïné. Ah, il nous a fait un sourire de l'enfer. Je pense que son sourire était infernal. Je pense que je crois que c'est Tiffen qui avait dit ça. On a vu les 7 cercles de l'enfer dans un sourire. Je pense que c'est très valide. On a parlé d'exposer les gens SDO à d'autres points de vue, mais il fallait leur présenter comme étant au départ pour leur bénéfice. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça typiquement, c'est un angle d'attaque, effectivement. C'est compliqué. Après, voilà, comme dit V6, souvent, c'est triste à dire, mais souvent, il faut les foutre dans la merde. S'ils deviennent pauvres, c'est con à dire, hein, mais faut pas oublier que ce qu'ont montré en fait les études, c'est que globalement, les hauts scores SDO sont en grande majorité des hommes blancs aisés dans les pays occidentaux. Autrement dit, on est sur la classe globalement dirigeante de nos pays. Donc en vrai, pour casser ces fonctionnements-là, c'est con, mais les foutre dans la pauvreté, ça peut être un mécanisme, ça peut être un moyen. C'est pas forcément suffisant, parce que notamment, comme je vous l'ai dit, les SDO vont réécrire ce qu'ils vivent, et notamment vont partir du principe que, assez facilement, finalement c'est les autres qui leur mettent des bâtons dans les roues, c'est les autres qui sont jaloux d'eux, et qui du coup les mettent au fond du trou, parce qu'ils sont jaloux d'eux. Mais ça peut déjà être un moyen, ça peut être une partie de réponse. Mais comme on le dit, le truc c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué les SDO, parce qu'on est dans un système de croyance qui est vraiment très particulier et qui est vraiment très difficile du coup à mettre ça en place, quoi. Le narcissisme baisse aussi quand les gens ont connu un minimum de pauvreté. Oui, c'est ça. On peut éventuellement, par le fait d'être pauvreté, en fait, par le fait d'être dans la pauvreté, vous allez avoir pas mal de choses qui vont bouger, parce que vous vous rendez compte finalement que, bah non, le monde n'est pas juste. Parce qu'il y a ça aussi avec les SDO, il y a cette croyance de la méritocratie qui est souvent prégnante, qui est souvent que, bah finalement, si tu veux, tu peux. Parce que eux, à chaque fois qu'ils ont voulu un truc, ils l'ont eu. Mais ils se rendent pas compte, tant qu'ils sont pas au fond du trou, et qu'ils ont très très envie de quelque chose et qu'ils l'auront jamais, que en fait c'est une croyance qui se base sur rien. Ils continuent à croire que leur croyance est la réalité. Il faut bien se rendre compte que les profils SDO sont très déconnectés du réel. Ils sont très très déconnectés du réel. Du fait qu'ils sont très très déconnectés du réel, comment est-ce que tu peux venir essayer de raccrocher les wagons avec eux? C'est quasi impossible. Parce qu'en fait, il faut essayer de les ramener dans la réalité. Mais à un moment donné, ils vont pas vouloir. Ils ne veulent pas. Donc les bourgeois qui veulent élever des enfants pas trop SDO et qui leur payent rien pour leurs études, c'est une bonne méthode de prévention? Bah pas forcément, parce qu'à côté de ça, t'enlèves pas toute leur qualité de vie qu'ils ont. Et donc du coup, tu vas pas forcément casser tant que ça le truc. Tu risques plus probablement de renforcer leur vision, justement de oh on est persécuté, on essaie de nous casser et tout. Donc il y a toujours un filet de sécurité qui est derrière. En fait, voilà, c'est ça. Bah, comme dit V6, il y a toujours un filet de sécurité qui est derrière, qui est là. C'est ça le problème en fait. Pour casser un SDO, qui du coup encore une fois est très relié notamment à un train de vie et ainsi de suite, il faudrait littéralement les sortir de ça, les mettre dans un autre contexte de vie complètement différent et où t'as pas de filet de sécurité, où tu te plantes, point. Enfin, comme les prolos, quoi, en fait, finalement. Et le problème, c'est que tu peux pas faire ça avec des familles de richoux. Avec des familles de richoux, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Il y aura toujours quelqu'un pour venir te dire non, mais ça va aller, je vais t'aider et tout va bien. Et finalement, pas avoir de conséquences. Du coup, c'est pas fonctionnel, ou très difficilement. Je vois pas trop comment c'est possible, parce qu'encore une fois, ils ont toujours cette croyance qui sera maintenue, parce que le fait est que leur croyance est maintenue par leur réel, ce qui n'est pas forcément le réel en général. Mais bon, bref. Je vais continuer un petit peu. Concernant les OSDO, ils sont effectivement dans une orientation qui est contrôlée. Cependant, l'aspiration n'est pas d'éviter les punitions, les menaces, mais de dominer, d'avoir du contrôle sur les autres.
En cela, ce n'est pas autonome, puisque cela nécessite de jouer les jeux de compétition déterminés par l'extérieur. Plus ils ont un haut score, pardon, je vais y arriver, plus ils ont un haut statut, plus leur niveau de SDO augmente. Autrement dit, plus ils ont des avantages, des opportunités, des faveurs, plus ils vont mettre en œuvre le jeu injuste qui leur a fourni cela, sans le remettre en question, en le soutenant. Par inférence, on pourrait donc imaginer qu'ils ont plus de chances que leurs besoins d'autonomie ou de compétences soient mieux nourris que des personnes discriminées. On a donc là une énigme. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que leurs besoins ont été sapés? Il n'y a pas de données à ce sujet, si ce n'est que le niveau de SDO est stable et ne change pas lorsqu'il y a des menaces, ce qui porte à croire que l'état des besoins n'a pas d'influence sur cette variable, même si l'adhésion à des aspirations extrinsèques et l'orientation contrôlée sont liées à un sapage des besoins. Cependant, leur très haut niveau de discrimination, plus élevé que chez les personnes RWA, montre tout de même qu'en termes de proximité sociale, il y a un problème. D'autant plus qu'on ne parle pas de groupes lointains, pas forcément détectables, minoritaires ou inconnus, mais de femmes, par exemple. Le fait que les scores SDO soient corrélés avec des items machiavéliques ou des bas niveaux de compétences socio-émotionnelles montre qu'il y a un problème relationnel, empathique. Cependant, est-ce dû aux environnements sociaux, sur un versant contraint? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le contraire, le fait qu'un environnement social survalorise et offre tout à un groupe d'individus et pas à un autre, crée par rebond des difficultés relationnelles entre ces deux groupes? On voit que souvent, les hauts niveaux SDO ne voient pas l'inégalité, parce qu'ils sont dans une posture favorisée. Ils n'imaginent même pas ce que peut être une posture défavorisée. Ils en déduisent donc que l'autre groupe ne fait pas d'efforts, se plaint pour rien, se victimise. Comment une relation mutuelle réciproque peut-elle s'envisager si d'office, il n'y a pas d'empathie ou ce genre de croyance? Autrement dit, on peut imaginer qu'un environnement social nourrissant pour un groupe, mais pas pour un autre, crée des problèmes pour le groupe discriminé par le sapage de ses besoins, mais a aussi un impact sur la capacité du groupe favorisé à se lier au groupe défavorisé et sur leur relation qui naît dans un contexte d'injustice qui n'est pas perçu comme injuste. Et oui, mais oui, oui, ça explique tout, hein, ça explique tout. Je dois partir, bon stream et lecture à vous. Et ben des bisous V6, merci d'avoir été là, passe une excellente fin de journée. C'était cool de te revoir un petit peu. Et puis bah, du coup, merci beaucoup pour le livre. Et donc voilà, effectivement, là, vous voyez, bah, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, sauf que là, du coup, c'est bien agencé, c'est bien écrit, comme si ça avait été réfléchi quand ça a été écrit. Vous avez vu? Incroyable. Et du coup, forcément, ça explique tout. Enfin, ça explique tout. Ça donne une explication qui est pas déconnante. Ça peut donner une explication qui fait non seulement sens, mais qui corrobore surtout aux éléments qu'on a. Finalement, le fait d'avoir autant un cadre favorisé empêche de comprendre tout simplement le cadre en face. Parce qu'on est à 10 milieux de ce cadre-là. On est tellement à 10 milieux de ce cadre-là qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Parce qu'on va forcément essayer de le comprendre avec nos outils à nous, de notre cadre à nous. Sauf qu'il ne correspond pas. Il n'a rien à voir, en fait. On est sur deux cadres totalement différents. Mais si tu essaies de comprendre avec tes éléments à toi, avec tes outils à toi, de ton cadre à toi, bah, le message que tu vas en transmettre va être complètement pété. Et c'est ce qui se passe, en fait. Les SDO le traduisent avec leur vision des choses. Dans leur système de vision, qui est notamment axé sur la compétition, hein, vous le voyez tout le temps, de toute façon, sur tout ce qui est les propos d'extrême droite, et notamment de tout ce qui est le néolibéralisme, un petit peu dégueulasse, tout ce qui est les gens qui sont au pouvoir, tous les présidents, ministres et compagnie, ils sont toujours dans le fait qu'il faut être compétitif. Hein. Il faut être toujours dans la compétition. Finalement, c'est une espèce de course constante et il faut essayer de gagner. Parce qu'ils grandissent dans cette vision-là, en fait. Ils grandissent dans cette vision-là, ils se forment dans cette vision-là. Et le truc, c'est que dans ce cadre compétitif, ou en tout cas présenté comme compétitif, parce qu'encore une fois, c'est un cadre qui en fait est complètement pété, qui n'a aucun réelle compétition, puisque en fait, ils ne sont pas à égalité. Dès le départ, tout est biaisé. Mais néanmoins, ils ne le voient pas, parce que dans leur vision à eux des choses, dans le contexte dans lequel ils grandissent, on leur dit c'est de la compétition. Sans leur dire que, en fait, eh ben, ok, on est dans la compétition, mais par rapport au prolo, en fait, tu commences à la moitié du terrain. Donc, tu as déjà la moitié de la course que tu fais pas. C'est quand même pratique. En plus de ça, les prolos, ils sont pieds nus. Toi, tu as des bonnes chaussures. En plus de ça, les prolos, ils sont à pied. Toi, tu as le droit d'y aller en vélo. Mais eux, ils le voient pas. Eux, dans leur tête, on leur apprend, de la base jusqu'à leur mort, on leur apprend, c'est un cadre de compétition, tout le monde a les mêmes chances, finalement, si tu veux, tu peux. Donc ils vont tout traduire par rapport à cette vision-là, en se disant, bah,
regardez, moi j'ai essayé, j'ai tryhard là quand même. Et probablement que par rapport à son contexte à lui, il a vraiment tryhard, il a vraiment essayé fort fort fort, hein. Vraiment, vraiment beaucoup, hein. Mais en fait, il se rend pas compte que là où lui il a forcé, les gens en face, ils ont forcé 10 000 fois plus. Et qu'ils ont fait 5% de ce que lui il a pu faire. Parce qu'en fait, c'est pas tes efforts qui comptent. C'est tout le contexte qu'il y a autour qui t'a permis, en fait, que par tes efforts, tu es allé plus loin. Et c'est en ça que la méritocratie est complètement pétée, en fait. C'est qu'elle vous fait croire que parce que vous avez forcé, vous avez réussi. Alors qu'en fait, parce que vous avez forcé et que le contexte est favorisant, vous avez réussi. C'est sûr que si vous forcez pas, en général, vous réussissez pas trop. Et encore, faut pas oublier que tu as tout un tas de personnes dans des strates plutôt aisées, même s'ils foutent rien, même s'ils font pas le moindre putain d'effort, ils auront quand même. Et dans leur vision des choses, vu qu'ils n'auront pas spécialement le goût de l'effort ou quoi que ce soit, probablement que ça sera quand même un effort. Ils le verront quand même comme ah si j'ai quand même essayé de faire un effort, donc j'ai réussi, ça montre bien que l'effort réussit. Alors qu'en fait ils ont rien branlé et ils se rendent pas compte, ils ne peuvent pas comprendre ce que font les autres, ils peuvent pas comprendre ce que font les prolos notamment. Donc on est vraiment sur une vision des choses qui est à 10 000 lieues de la réalité d'autrui. Et comme c'est à 10 000 lieues de la réalité d'autrui, eh ben ils se retrouvent dans la situation où malheureusement ils essayent de tout comprendre d'une autre réalité avec leurs outils à eux. Et donc ça donne forcément un visuel qui est complètement éclaté, en fait, qui est complètement éclaté. Oui. Ne vous contentez pas de flotter Ouais, c'est un peu ça. quand vous pouvez naviguer. Et du coup, bonjour Ultra Cute, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai pas dit bonjour à Balto. Bienvenue aussi, Balto. Je crois que j'ai oublié, d'un coup j'y pense. Je crois que j'ai vu le bonjour et puis j'ai oublié. Donc, du coup, bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. La méritocratie, j'y crois. L'autre jour, un multimilliardaire m'a révélé sous le sceau du secret sa méthode pour devenir riche et m'a donné tous les numéros qu'il a joués pour gagner au loto. Quel enfer. Toujours est-il que voilà, là on est vraiment sur l'explication, sur la compréhension de comment le système SDO se maintient et c'est un peu triste. Je continue la lecture. Par conséquent, pour changer l'orientation contrôlée, surtout quand elle se couple à des attitudes idéologiques autoritaires et ou de domination, il y a besoin d'environnements sociaux fonctionnant en coopération plutôt qu'en compétition, où l'empathie, la solidarité et l'entraide entre tous est à l'honneur, où la hiérarchie a été remplacée par des modèles plus horizontaux, où il n'y a pas de domination à gagner. C'est un défi énorme, mais on l'a déjà vu, possible. Donc là, on retombe sur un peu les questions qui se posaient tout à l'heure, notamment avec Axel. Comment est-ce qu'on casse finalement un profil SDO? Comment est-ce qu'on peut casser le fonctionnement SDO? Et il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, c'est très compliqué, même avec les solutions qu'on a. Mais typiquement, ce qu'on a dit tout à l'heure est toujours valide. Hein, le fait de tout simplement sortir une personne qui a toutes les conditions, on va dire, favorisantes pour elle, et tu la fous dans la rue comme ça, à poil, déjà, ça risque d'avoir un impact, ce qui peut être pas si mal que ça. Ça peut être déjà un bon début, pour le coup. Mais à côté de ça, vous avez un autre aspect qui est tout simplement le fait d'arrêter et de casser le système de la compétition. Si vous arrivez à casser le système de la compétition, vous pouvez éventuellement essayer de réussir à mettre en place un fonctionnement différent qui lui permet de se rendre compte de l'écueil. C'est très compliqué, très compliqué, mais ça peut être un des moyens d'accès. Une des autres choses qu'on avait dit, effectivement que Axel m'a d'ailleurs rappelé sur ce qu'on avait vu dans les précédents chapitres, c'est aussi un autre élément qui fonctionne pas si mal que ça, on va dire. C'est compliqué, hein, mais en soi, si vous arrivez en fait à présenter un fonctionnement différent à un SDO, donc un fonctionnement plutôt empathique et compagnie, comme étant un avantage, comme étant finalement sur le point de vue du pur calcul basique, bête et méchant, quelque chose qui va lui apporter, à ce moment-là, il est capable de commencer à adopter cette vision des choses, ce fonctionnement-là, parce qu'il a calculé que ça lui était rentable. Il ne faut pas oublier que du coup ils sont sur des calculs de rentabilité. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que j'y perds? Est-ce que j'y gagne plus que je n'y perds? Et ainsi de suite. Donc du coup, vu qu'ils sont sur ce fonctionnement-là, si vous arrivez à présenter en fait un fonctionnement assez différent, positif, en le présentant comme étant un avantage pour lui, comme étant quelque chose qui justement en rapport coût et retour intéressant, alors il va adopter ce fonctionnement-là différent et bénéfique pour, on va dire les autres notamment, pro-social. Et peu à peu, par le fait d'avoir adopté ce comportement, finalement, il va peut-être finir par se rendre compte que c'était effectivement plus adapté. Après, la grosse écueil avec ce fonctionnement-là,
malheureusement, c'est qu'il peut rester sur de la surface. C'est-à-dire qu'il va potentiellement adapter ce fonctionnement-là et cette manière-là, on va dire, de penser, mais de manière purement calculée, tout en gardant toujours finalement le bagage derrière dégueulasse de bah non, je dois contrôler les individus, je sais mieux qu'eux. J'adapte cette posture parce que je sais que c'est ce qui me permet d'avoir leur adhésion. Mais en fait, je continue à les utiliser, je m'en bats les reins. Vous voyez, et c'est là où du coup ça peut être problématique quand même. Je continue. Comment libérer les individus de leur RWA et SDO? Comme je le précisais en introduction de cet ouvrage, c'est l'une des premières motivations qui m'a conduit à étudier la théorie de l'autodétermination. Elle montrait le profil inverse à ces RWA, à ces SDO, et elle dessinait les contours d'environnements sociaux qui ne laissaient plus émerger ces profils antisociaux, souvent oppressants, y compris pour eux-mêmes. Oui, parce que d'ailleurs, il faut rappeler ça aussi, c'est bien d'ailleurs qu'elle l'a fait, il ne faut pas oublier que les profils RWA et SDO sont des profils qui sont donc évidemment oppressants, antisociaux, puisqu'ils vont faire preuve de discrimination, ils vont faire preuve de éventuellement racisme, et ils vont faire preuve d'appel à l'ordre autoritariste. Et donc, on se rend compte que, évidemment qu'ils sont oppressants, évidemment qu'ils sont antisociaux envers les personnes qu'ils vont discriminer et compagnie, hein, mais en fait, ils le sont aussi avec eux-mêmes. C'est ça qui est aberrant en fait à tous les niveaux. Ils se font eux-mêmes du mal pour se maintenir dans ce système de pensée. C'est-à-dire qu'ils sont aussi bourreaux qu'ils sont finalement victimes. Et on est vraiment du coup sur un fonctionnement qui n'a aucun sens. On est vraiment sur un fonctionnement où on se rend compte que quand on le décortique un petit peu, en termes d'individus, en termes de... Si on va centraliser, non plus sur le point de vue, on va dire méta, sur le point de vue des sociétés, si vraiment on vient se centraliser sur la personne, sur une personne en particulier, on va se rendre compte assez généralement qu'elle est extrêmement triste, extrêmement pauvre en termes d'humain, en fait, en termes d'humanité, elle est pas bien. Généralement, ce sont des personnes qui sont malheureuses, des personnes qui le vivent mal, des personnes qui vivent des oppressions eux-mêmes, qu'ils s'infligent eux-mêmes, en se permettant pas en fait d'exprimer certains de leurs besoins, en se permettant pas d'exprimer certains de leurs plaisirs, de leurs envies, en ne se permettant pas d'aller passer du temps avec des personnes qu'ils aiment, parce que justement ces personnes qu'ils aiment et ainsi de suite, ces environnements-là qui leur donnent envie, sont des environnements qui, dans leur fonctionnement, sont vus comme hostiles, dangereux, mauvais. Admettons, par exemple, vous vous rendez compte, avec des profils RWA, qui peuvent être en train de faire des oppressions, par exemple au pif, hein, sur des personnes LGBT, que finalement, en fait, c'est une personne LGBT qui ne le sait pas, qui ne s'en rend pas compte, et qui surtout se bloque totalement la possibilité d'être une personne LGBT. Et c'est comme ça qu'on tombe, par exemple, sur des personnes qui vont être extrêmement virulentes à l'adresse des homosexuels, alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que finalement, bah, ils sont eux-mêmes homosexuels. Mais ils ne le supportent pas, parce qu'ils sont dans un modèle de vision qui présente, par exemple, là, dans ce cas-là, les homosexuels, comme étant une menace, comme étant un danger. Et donc, du coup, ils s'oppressent, non seulement eux-mêmes, autant qu'ils oppressent les autres, en s'empêchant de se réaliser, en s'empêchant d'être heureux. Et du coup, ils passent leur vie en étant putain de malheureux. Donc, on est vraiment sur un système qui n'a aucun sens. D'un point de vue pertinence pour un être humain, c'est débile. C'est profondément débile. Ces personnes-là se font autant de mal qu'ils font du mal à d'autres. Alors je dirais peut-être pas qu'ils font autant de mal à eux-mêmes qu'ils font du mal à d'autres, parce que généralement ils peuvent faire beaucoup de mal aux gens autour, mais néanmoins ils se font quand même du mal. Et donc voilà, ça montre bien que quand même à un moment donné, c'est vraiment pas un système qui est propre de fonctionnement, c'est vraiment pas un système qui est naturel. Encore une fois, j'aime pas trop l'utilisation du terme naturel, mais dans le sens où tout simplement ce n'est pas un système de fonctionnement qui va leur apporter quelque chose et qui est apparu comme ça de manière innée dans leur fonctionnement. Si c'était le cas, si c'était des fonctionnements qui étaient, on va dire, plutôt de l'ordre de l'inné, à ce moment-là, non seulement il ne faudrait pas les maintenir constamment, non seulement ils ne seraient pas sensibles au fait tout simplement de présenter une ouverture, de présenter des environnements différents, mais en plus, ils ne le vivraient pas mal si c'était inné, si c'était de l'ordre du naturel, on va dire, encore une fois avec des gros guillemets, parce que j'aime vraiment pas le terme naturel, ça ne leur ferait rien. Ils n'auraient pas justement ce côté oppressant envers eux-mêmes. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Puisque du coup, ça serait inné. Or, ce n'est pas. C'est une construction sociale qui se maintient socialement par une proximité sociale avec d'autres groupes, avec d'autres profils qui ont les mêmes fonctionnements et qui se maintiennent les uns et les autres, tout en continuant à oppresser aussi bien les gens en face que finalement eux-mêmes. Ce qui est quand même, encore une fois, parfaitement absurde. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et c'est assez frustrant de voir ça. Le RWA, c'est le milieu anti-autodétermination des pauvres. Le SDO, c'est le milieu anti-autodétermination des riches.
Oui, non. Oui, non, c'est un peu plus compliqué. Le SDO, il faut bien se rendre compte quand c'est sur des profils où il se voit, il se pense comme étant très déterminés, très autodéterminés. Les SDO sont parfaitement convaincus qu'ils font les choix qu'ils veulent et qu'ils vont là où ils vont parce qu'ils le veulent, sans se rendre compte qu'ils ne le sont pas. Là où dans le RWA, ils peuvent ne pas du tout avoir ce sentiment-là, justement, ils n'ont pas du tout ce sentiment-là, et ils veulent au contraire mettre en place le fait d'être cadré. Vous voyez, c'est une différence notable, mais qui est très importante. Les RWA, effectivement, on va plutôt avoir des populations qui peuvent être un petit peu partout sur le spectre. En plus de ça, on n'est pas forcément sur des personnes pauvres. Vous pouvez tout à fait avoir des personnes qui sont pauvres et qui ont un haut score RWA, comme vous pouvez avoir des personnes qui sont très riches et avoir un haut score RWA. Les deux sont possibles en fait. Ça n'est pas réservé aux prolos d'être RWA. Ce serait même, je pense, une interprétation très dangereuse. C'est pas le cas. On est vraiment sur des fonctionnements d'individus largement répandus à travers toutes les couches de la société. Vous avez des personnes avec un haut score RWA à toutes les couches sociales sans aucun problème. Hommes, femmes, discriminés, pas discriminés, vous en avez en fait. Qu'ils soient pauvres ou pas, enfin voilà, vraiment, vous avez des hauts scores RWA à tous les niveaux. Le côté, par contre, SDO, lui, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'en est pertinent de le montrer, que le SDO est vraiment différent. C'est que le SDO, on est vraiment sur une personnalité à grande majorité homme blanc, hétéro, cis, privilégié. On est vraiment sur cette couche-là, cette classe-là sociale. C'est pour ça que vraiment, c'est dangereux un SDO. Dangereux dans le sens où on a très peu de prise dessus. Parce que, notamment, ça se construit du fait de sa position, de sa classe. C'est une pensée de classe. En fait, pour vous traduire ça un peu différemment, le SDO peut être traduit comme étant une pensée de classe. Le RWA ne peut pas l'être. Le RWA est un fonctionnement qui se met en place parce que les gens ont peur. Parce que les gens craignent. Et que comme les gens craignent, comme les gens ont peur, ils ont besoin de se rassurer, de mettre des barrières, de mettre des fonctionnements, notamment autoritaires, pour ne plus avoir à craindre quoi que ce soit. Le SDO, on est vraiment sur une pensée de classe. On est vraiment sur un fonctionnement qui est issu d'une classe sociale particulière. En l'occurrence, une classe sociale particulière qui est à l'avantage, qui est au contrôle, qui est au pouvoir, et qui du coup a vraiment en fait ce fonctionnement qui leur permet également de se maintenir là où ils sont. C'est pour ça que c'est vraiment pas la même chose. C'est pour ça que pour moi, on est vraiment sur deux profils qui n'ont rien à voir. Et notamment, c'est pour ça aussi que ça craint d'autant plus quand vous tombez sur un SDO qui est également RWA. Parce qu'à ce moment-là, du coup, vous avez vraiment le pire. Vous avez le pire du pire. Le RWA est très facilement propice à mettre en place des systèmes autoritaires, est très facilement propice à avoir peur des autres, et du coup il est très facilement propice à vouloir mettre son groupe en avant. Le SDO considère qu'il est au-dessus de tout le reste. Le SDO considère qu'il a forcément raison. Le SDO estime que les autres devraient lui obéir. Si vous couplez les deux, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur des gens qui estiment que globalement toutes les autres classes sociales doivent être des esclaves et ne devraient pas avoir de droits, alors que eux devraient avoir tous les droits possibles. Et c'est pour ça que ça craint. C'est pour ça que quelqu'un qui a un double haut profil, mais craint comme l'enfer. Vous pouvez pas tomber sur pire comme personnalité en fait. Et encore une fois, c'est ça qui est à prendre en compte, c'est que le RWA peut être à tous les niveaux. Pas le SDO. Beaucoup plus difficilement le SDO. Pensez à vous hydrater et à prendre vos médicaments si vous en avez. C'est une bonne réflexion. Je vais boire un coup. Bon, je continue. Ainsi, absolument tout ce que dit la théorie de l'autodétermination, ce qu'on a vu dans les extensions et lors des quêtes, peut aider à construire des environnements sociaux, voire une société où il n'y aurait plus autant besoin de l'aliénation, telle que vue chez ces profils, et davantage de l'autodétermination des personnes. Les conseils pour construire un environnement altruiste, vu en construction ME, sont sans doute les plus pertinents pour contrer la hausse du score RWA ou SDO. À cela, on peut ajouter aussi le modèle du leader compassionnel, abordé rapidement en extension RS, qui non seulement sera possiblement apprécié et suivi par les RWA, mais donnera un autre modèle du pouvoir au SDO. Alors là, vous tombez justement sur un peu un schéma qui va un petit peu remettre, on va dire,
à plat au niveau du fonctionnement du SDO. Donc vous avez le schéma synthétique de la théorie de la dominance sociale provenant de Prato et Sidanius dans leur ouvrage de Social Dominance en 1999. Ce qui va déterminer un profil SDO, c'est le statut du groupe, le sexe, le genre, la sociabilisation, le tempérament. On rappelle encore une fois, le sexe et le genre ne sont pas la même chose. Hein, voilà. Alors, ça joue pas encore. On est en train de finir tout ce qui est partie SDO, RWA. Et du coup, j'espère que tu vas bien, c'est rond. On est en train de voir en fait la partie comment est-ce qu'on peut casser ces fonctionnements-là. Ce qui est intéressant. D'un point de vue stratégique, pour enlever le pouvoir d'un SDO qui peut pas changer facilement, c'est faire changer les RWA plus facilement changeables. Comme ça, il aura plus de petits soldats. Ça peut déjà être une manière. C'est pas forcément suffisant, mais ça peut déjà être une manière. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que les SDO sont au pouvoir. Donc en fait, ils ont toute la structuration du système qui est à leur avantage. Même si tu n'as plus de petits soldats prêts à aller tuer Jean-Michel parce qu'il est homosexuel, par exemple. Tu vas quand même te retrouver avec le SDO qui va être possiblement ministre, patron, qui va être président, et j'en passe. Et qui du coup, même s'il n'a pas de soldats, va quand même être toujours à la hiérarchie la plus haute, ou une des hiérarchies les plus hautes, et va toujours pouvoir continuer à avoir un comportement nul à chier en fait. Peut-être qu'il pourra pas mettre à mort effectivement des gens, pas facilement, mais en fait il y aura toujours un système qui le protège, qui l'avantage. Peut-être que lui-même ira taper des gens, hein, parce que les SDO ne sont pas forcément que des autoritaristes éloignés et qui se dit que il va demander à d'autres d'aller faire le sale boulot. Non, il peut très bien aller faire le sale boulot lui-même. Hein. Il peut très bien aller faire des actes de violence lui-même, finalement. Et donc, du coup, s'il est toujours dans un système qui l'avantage, quand bien même il a plus de petits soldats, il peut faire des actes d'une violence extrême et toujours être protégé. Typiquement, si vous prenez aujourd'hui des hauts profils SDO, je pense qu'un Darmalsain, un Darmalsain en France est un haut profil SDO, couplé à un haut profil RWA, parce que clairement il est raciste, misogyne et j'en passe. À l'heure actuelle, s'il fait des choses horribles, il a fait des choses horribles, rappelons quand même que Darmanin, sale violeur, tout ça, hein. Est-ce qu'il lui arrive quoi que ce soit? Non. Pourtant, il n'a pas demandé à des petits soldats d'aller faire des viols ou quoi que ce soit. Il allait faire des trucs horribles lui-même, comme un grand. Et le système le protège, sans qu'il y ait pour autant de petits soldats prêts à obéir à ses ordres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que c'est pas forcément suffisant. S'attaquer au fonctionnement RWA, d'une part, bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi casser le SDO. Et le SDO, encore une fois, il faut bien le prendre en compte qu'il y a une pensée de classe derrière. Le RWA est un fonctionnement qui touche toutes les strates de la société à différents niveaux, qui du coup peut être un fonctionnement pervers que peuvent avoir des individus à tous les niveaux. Donc en termes de société, il faut essayer de répondre à ça en donnant un cadre qui ne permet pas à un RWA de fleurir, on va dire. De vraiment permettre, parce qu'on rappelons encore une fois, le RWA est un système qui est oppressif, non seulement pour les autres, mais également pour la personne qui a un haut score RWA. Il faut bien se rendre compte que si on a une société plus juste, plus propre, le RWA en tant que fonctionnement va disparaître, se réduire. Si on fournit un environnement qui est propre aux gens, c'est pas mal en fait, parce que du coup ils vont être rassurés, ils vont vouloir rassurer les autres, ils vont être positifs, et ils vont pas essayer d'être horribles, ce qui est un bon point. Mais à côté de ça, n'oublions pas que le SDO est une pensée de classe. Le SDO n'est pas être self-determination opinion, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. Le SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. C'est vraiment une pensée de classe. C'est l'orientation à la dominance sociale, c'est vraiment l'idée qu'ils sont en train de croire intimement qu'ils valent mieux que les autres, qu'ils sont mieux que les autres doivent leur obéir. Et encore une fois, c'est une pensée de classe, ce qui a une importance non négligeable. Vous avez des hauts scores au niveau des hommes blancs, privilégiés, cis, hétéros. On est vraiment sur une classe sociale particulière. Vous pouvez retrouver des hauts scores SDO à d'autres endroits, mais c'est systématiquement des personnes qui sont à l'avantage. C'est en ça que c'est une pensée de classe. Vous êtes sur la classe dominante. Et c'est parce qu'ils sont la classe dominante que ce modèle, ce fonctionnement-là, se met en place. Qu'ils ont cette vision-là des choses. C'est parce qu'ils sont la dominance, parce qu'ils sont la classe dominante, parce qu'ils sont la classe du patronat et ainsi de suite,
que du coup, ils ont cette vision-là. Et donc du coup, juste finalement enlever les petits soldats qui seraient des RWA, déjà c'est réduire les RWA et des petits soldats, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais au-delà de ça, ça ne changera pas ça. Il faut vraiment penser qu'il faut faire disparaître, on va dire, les SDO, dans le sens où, comme c'est la classe dominante, ça sous-entend qu'il y a des classes dominées aussi. Et donc du coup, ça sous-entend que notre société est toujours, tant qu'il y a des SDO, sur un fonctionnement qui est complètement inégal, qui est complètement pété au schnaps. Partant de là, quel est l'intérêt de vouloir maintenir ce système-là, puisqu'il inclut le fait d'avoir une classe sociale qui est l'avantage et des classes sociales qui sont au désavantage, qui subissent. Il faut le faire disparaître en fait à tous les niveaux. Il faut remettre tout à plat. Bref, soyez anarchiste. Pardon. Je reviens donc sur un élément. Le schnaps accusé de tous les maux, c'est vrai, pauvre schnaps. Le sexe et le genre sont séparés, c'est pas sans raison. Hein. On rappelle encore une fois, vous êtes sur un stream très clairement LGBT, je vous rappelle que je suis non-binaire notamment. Sexe et genre ne sont pas la même chose. Le sexe, c'est ce que vous avez du point de vue génétique, votre appareil, voilà. Hein. Le genre est une construction sociale qui du coup peut notamment évoluer au cours de la vie, d'une part, et qui surtout ne peut ne pas être du tout relié au sexe. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être une femme, avoir un vagin. Vous pouvez tout à fait être une femme et ne pas avoir de vagin. Hein. À prendre en compte quand même, hein. C'est important, c'est important. Le schnaps, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, je répète, le SDO est déterminé par le statut du groupe, le sexe, le genre, la sociabilisation, le tempérament. Vous allez avoir donc les mythes qui vont légitimer, mythes qui vont accentuer le fait que ils méritent d'être là où ils sont. Vous avez donc évidemment ces mythes-là qui vont corroborer le racisme, le sexisme, le classisme, le nationalisme, le monarchisme, le stéréotype négatif, etc. Bref, c'est toutes les croyances qui vont venir se rajouter et dire, en gros, oui, petit profil SDO, tu es au-dessus des autres, c'est bien. Voilà, c'est tout ce qui va légitimer ça. À côté de ça, vous avez des mythes qui vont atténuer la hiérarchie sociale, qui sont tout simplement les droits universels de l'humain, l'universalisme, le multiculturalisme, le socialisme, etc. Où justement on va venir dire non, non, attends, ça c'est un stéréotype, tu l'oublies. Le fait qu'il y a des races au-dessus de l'autre, tu l'oublies, c'est de la merde. Allez, hop, tout ce qui va venir casser ce fonctionnement-là. Niveau 1, sexe est égal à genre. Niveau 2, sexe différent de genre. Niveau 3, genre précède. Précède le sexe, ouais. Et bonjour Cyranaï, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien, que tu vas aussi bien que possible. Ça, c'est la tisane de quoi? Le schnapps? De quoi? Le schnapps, c'est juste de l'eau chaude. Non, oui, non. Non. Non, c'est... Non. Effectivement, j'aurais tendance à dire que du coup, c'est plutôt de la tisane. Donc, du coup, ces mythes qui vont légitimer ou ces mythes qui vont atténuer vont avoir différents impacts. La discrimination individuelle, la discrimination institutionnelle et l'asymétrie de comportement. Qu'est-ce que ça sous-entend? La discrimination individuelle, c'est quand vous êtes au niveau de l'individu. Est-ce que votre individu en face de vous fait preuve de racisme? Voilà, discrimination individuelle. Discrimination institutionnelle, est-ce que le fonctionnement de l'État vient vous pisser dessus? Par exemple, est-ce que vous avez un système étatique qui va dire que, admettons, de par son fonctionnement, les personnes handicapées ne peuvent pas sortir dans la société, dans la vie de tous les jours? Si oui, discrimination institutionnelle. Sinon, c'est que non, il n'y a pas de discrimination institutionnelle. Si je prends un cas à l'heure actuelle, vous avez une petite pandémie très légère, qu'on appelle le Covid, qui est en train de toucher l'entièreté de la planète, qui fait littéralement des centaines de milliers de morts chaque année. C'est horrible, c'est dangereux. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé sont très très clairement en danger face à ça. Une des mesures que l'institution pourrait mettre en place pour justement éviter la discrimination, ce serait de généraliser tout un tas de mesures comme par exemple le port du masque, ce genre de choses. On ne le fait pas. De fait, l'institution ne faisant pas ça, ne mettant pas en place le port du masque et d'autres mesures de sécurité, fait que les personnes qui sont handicapées, les personnes qui ont des problèmes de santé ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas participer à la société de manière normale. Il y a donc une discrimination institutionnelle. Voyez l'idée à peu près ou pas? Je continue. L'asymétrie de comportement, tout simplement, comment est-ce que vous vous comportez avec autrui? Est-ce que parce que la personne est une femme, vous vous comportez de la même manière que si c'était un homme ou pas? Là, vous allez voir des changements là-dessus qui vont permettre de comprendre. Éventuellement aussi, l'asymétrie de comportement peut être bénéfique. Hein. N'oublions pas que vous pouvez avoir ce qu'on appelle la discrimination positive. Si vous vous rendez compte que vous avez un système, justement, à cause de l'institution, tout ça, qui va totalement chier sur une catégorie de personnes,
au pif, hein, vraiment par hasard, à l'heure actuelle où quand même on a compris qu'on vivait dans une société patriarcale, si vous mettez de force des quotas pour engager des femmes, parce que de fait les entreprises font preuve de sexisme et n'engagent pas de femmes, vous allez avoir une asymétrie de comportement, puisque du coup vous allez avantager les femmes, parce qu'elles sont très largement désavantagées, et que de fait, même en avantageant les femmes, vous n'arrivez toujours pas à l'équilibre. Là, effectivement, vous avez une asymétrie de comportement, mais qui peut être bénéfique. Et donc tout ça, ça donne une hiérarchie sociale composée de groupes dominants et dominants. Bref, ça donne dominés. Ça donne notre société à l'heure actuelle. Ça donne la société et tous ses multiples fonctionnements. Après, il y a pas assez de masques. Enfin, ça doit être une autre question. Ouais, il y a une question de est-ce qu'il y a assez de masques ou pas. Et ça, c'est pas le problème en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont pas en train de dire il faut mettre le masque. À l'heure actuelle, ils disent on s'en bat les couilles. On s'en fout. Vous êtes malade, vous restez chez vous. C'est ce qu'on m'a dit, notamment. Il y a littéralement des gens qui m'ont dit t'es malade, t'as une petite santé, t'as un problème génétique, tu quittes pas ton appart. Donc c'est quand même très particulier finalement comme fonctionnement. Mais bon, bref, on n'est pas sur la réflexion de est-ce qu'il y a des masques ou pas, parce qu'encore une fois, du point de vue de l'État, on ne met pas en place cette obligation. Si on mettait en place cette obligation, si factuellement l'État disait il faut mettre en place des mesures comme le port du masque, comme ceci, cela, bref, tout un tas de mesures pour viser à protéger les personnes qui sont justement plus faibles que d'autres en termes de santé physique, à ce moment-là, on pourrait voir s'il y a un problème de quantité de masques ou quoi. Et ce serait un autre problème, ce serait un problème d'approvisionnement, ce serait plus un problème du coup de discrimination institutionnelle. Vous voyez, on serait plus sur le même facteur, on serait plus sur le même élément. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, on est sur OSEF, démerdez-vous. Bref, je vois que vous êtes parti sur la discussion du schnapps. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je continue. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai mal. Je vous ai pas mis la bonne scène. Ah oui, je vous ai pas mis la bonne scène. Normalement, je mets toujours cette scène-là sur les lectures pour que du coup les gens de YouTube ils puissent voir votre chat. Mais j'ai oublié. Désolé YouTube. Ça fait combien de temps qu'on est en VOD? Depuis 11 h. Il est midi. Ouais, bon. Quasiment une VOD entière en n'étant pas sur la bonne scène. Ça va. C'est pas grave. Je suis sûr qu'on peut faire des sciences sociales sur l'école. Oui, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Je continue sur le texte. Cher YouTube, fallait être là, fallait être en live. Ce qu'on a vu dans les compétences socio-émotionnelles en extension RS peut donner une piste pour développer leurs capacités relationnelles. Cela me semble d'autant plus pertinent pour des profils RWA, qui sont très sensibles à la menace, mais dont l'empathie n'est pas diminuée pour autant. Je dois y aller, bonne journée à tous, et des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous, Solaris. Merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Passe une excellente fin de journée. Des bisous, des bisous. Mais évidemment, on est encore très loin d'avoir suffisamment d'environnements sociaux proximaux autodéterminants, et encore plus loin d'environnements distaux autodéterminants. Nous avons eu du mal à trouver des exemples constructifs qui remplissaient vraiment tous les critères de l'autodétermination, et ils ne concernent que quelques écoles, quelques entreprises. Bien qu'il y ait des pistes autogérées, autonomes, d'environnements politiques ou culturels plus distaux, nous n'avons pu les intégrer car il y avait incertitude sur le vécu réel des personnes. Et ça c'est intéressant. Ça, on revient un peu sur l'idée que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que le bagage à l'extérieur a l'air d'être autogéré, autonome, qu'il l'est vraiment. Je vous ai dit ça notamment avec les profils SDO. Si on arrive à montrer un profil SDO, donc je rappelle orientation à dominance sociale, donc les personnes qui veulent, qui croient qu'ils sont au-dessus des autres, que les autres doivent leur obéir, si vous arrivez à lui présenter que le fonctionnement, on va dire empathique et compagnie, est un meilleur fonctionnement, il peut l'adopter, mais seulement de surface. Et c'est le même problème qui là est évoqué, c'est que pour réaliser l'ouvrage et donner des exemples, V6 et Shaika sont allés chercher des exemples dans la vraie vie. Et il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 36 000 parce qu'on est dans une société qui pue la merde. Voilà, hein, on va replacer les trucs dans le contexte, hein, on va y aller franco. Notre société, à l'heure actuelle, est une société qui est très loin d'être idéale, à énormément de niveaux. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une lutte des classes qui est toujours là, qu'on a tendance à vouloir invisibiliser. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir les invisibiliser, mais pourtant, c'est toujours là. Ça craint, du coup, de fait. Et on doit donc essayer de changer une culture qui est bénie de tout ce fonctionnement de domination qui se cache plus ou moins, et ainsi de suite, avec finalement une autre culture. On essaye de faire évoluer notre culture vers une autre culture. C'est très compliqué.
c'est très 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 compliqué, surtout si toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup de pouvoir pour mettre ça en place, finalement, sont ceux qui ont le moins envie de le faire parce qu'ils y perdraient leur avantage. Parce qu'à l'heure actuelle, s'ils ont autant de pouvoir justement sur nos sociétés, sur nos cultures, c'est parce qu'ils sont tout en haut de la chaîne. Du coup, si c'est eux qui sont tout en haut de la chaîne et qui du coup ont le plus de moyens, ça sous-entend aussi que toute la chaîne est à leur avantage. Donc vous vous doutez bien qu'en général, ils n'ont pas spécialement envie d'aller foutre tout ça en l'air parce que sinon ils se retrouveraient au même niveau que les autres. Et ils n'en ont pas très envie. Ils préfèrent avoir tous les avantages, ce qui se comprend. Nul à chier, hein, en soi, mais qui se comprend. Donc de fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué de pouvoir montrer des exemples où effectivement on a mis en place des systèmes qui sont autogérés, autonomes, qui valorisent les individus les uns et les autres, tous autant qu'ils sont, peu importe leurs différences. C'est extrêmement compliqué. Et même quand on en trouve, et c'est ce qui est dit là dans la dernière phrase du texte, même quand on en trouve, on ne sait pas si c'est vraiment le cas ou si c'est juste de surface. Parce que si c'est juste de surface, ça peut être justement pour donner une bonne image, mais en fait derrière, ça peut être complètement vide. Je pense que tu peux changer un SDO si tu le mets en position de discrimination, homo, trans, etc. Ça peut être un des moyens. Effectivement, typiquement, un SDO, si tu viens en fait tout simplement le mettre dans la position de difficulté, où il va vivre le vécu des personnes qu'il trash talk, va pouvoir potentiellement énormément remettre en question tout ça. Vous pouvez tout à fait tomber sur des personnes qui ont des fonctionnements de SDO extrêmement horribles. Par exemple, on va reprendre le cas de ce que tu disais, un homophobe, qui un jour va finir par se rendre compte que en fait, il est homosexuel. Et à ce moment-là, il va se mettre dans l'autre place en fait. Et il va se rendre compte que c'est complètement pété. Ça peut. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais ça peut. En dehors de ça, malheureusement, il ne faut pas oublier que c'est un élément parmi d'autres. Or, le SDO, en général, cumule tous les avantages. En général, le SDO, je le répète, est un homme blanc, privilégié, cis, hétéro, dans nos cultures occidentales. Donc on est vraiment sur finalement le type de personne qui, d'un point de vue sociétal, subit le moins de discrimination. S'il en subit qu'une, il y aura toujours tout un tas d'autres endroits où il ne subit absolument pas la discrimination. Et donc du coup, il y a quand même de grandes chances que même en subissant une, même peut-être deux, ça change pas son profil, un SDO. Parce qu'il aura toujours trop d'avantages à côté. Il sera toujours pas assez discriminé, en fait, à côté. C'était mon cas post-coming out. Le truc, c'est que, est-ce que vraiment t'étais SDO? Ou est-ce que t'étais RWA? Tu vois, c'est ça la différence, en fait. Parce que du coup, Tiffen, avant ton coming out, est-ce que tu étais, du coup, une personne qui était dans une famille très riche, avec des noms à particules, qui possédait des sociétés et compagnie, qui était au niveau du patronat? Est-ce que tes parents, par exemple, sont dans le patronat? Est-ce que tu es avec des revenus conséquents? Est-ce que tu as des personnes à ton service? Ou tu avais des personnes à ton service, et ainsi de suite. Je connais plus ma diff entre SDO et l'autre. Ah, alors la définition, le SDO, c'est la personne qui est orientée à la dominance sociale. C'est quelqu'un qui estime, qui est pas intimement convaincu qu'il vaut mieux que tous les autres, qui est vraiment au-delà de la croyance. Enfin, il est dans la croyance justement, il est au-delà du réel. Il est intimement convaincu qu'il vaut mieux que les autres, que les autres doivent lui obéir. C'est lui qui sait, c'est lui qui est bien. Et donc généralement, on le constate, un homme blanc, aisé, hétéronormé dans nos sociétés occidentales et de classe aisée. A contrario, le RWA est une orientation qui se trouve à tous les niveaux. C'est vraiment toutes les couches de la société peuvent être RWA, et en fait c'est la peur de l'autrui, c'est la peur de ce qui est différent, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur de ce que tu veux, bref, la peur de ce qui n'est pas toi. Et du fait d'avoir peur de ça, et de vivre dans un bassin clos, un bassin qui a les mêmes valeurs, qui met en marche les mêmes mécanismes, qui propage ces mêmes mécanismes, du coup, l'impossibilité de se rendre compte de ce qui existe ailleurs. Et comme on ne se rend pas compte de ce qui existe ailleurs, ce qui est ailleurs fait peur. Et donc, comme on a peur, on est contre. Mais du coup, à partir du moment où tu vas aller voir cet ailleurs, en fait, tout ce système-là se casse là. C'est pour ça qu'à mon avis, vu ce que je sais de toi, je pense que tu étais plutôt RWA. Tu étais dans un fonctionnement où en fait tu n'avais pas le choix parce que tout l'environnement autour de toi te propageait le même discours et du coup validait ça. Je viens d'une famille de prolos qui a tenté l'ascension sociale mais qui s'est foiré. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Et bonjour Jean-Mi, j'espère que tu vas bien. Ça se construit ça dans son esprit ou est-ce que c'est un caractère qu'il a dès le départ? Il n'y a rien d'inné. Où enlevez-vous l'idée qu'il y a de l'inné? Il n'y a pas d'inné, il n'y a que de la construction sociale. Les éléments innés sont tellement, comment dire, peu importants
face à la construction sociale qu'ils sont relativement peu pertinents à prendre en compte. Et bonjour méditation, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est sur des fonctionnements qui sont justement maintenus. Heu, Comme je l'ai déjà dit, donc c'était pas, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai pas relu parce que c'était dans les anciennes parties qu'on a déjà lues et qui sont notamment sur YouTube. Nous avons vu tout un passage où justement il y a des études qui se sont intéressées à qu'est-ce qui se passe si on fatigue une personne qui a un haut score RWA? Qu'est-ce qui se passe si cognitivement la personne qui fait preuve d'éléments, RWA est fatiguée et n'est pas en état de faire des constructions sociales, des constructions mentales? Et on se rend compte qu'elle n'adopte pas de comportement RWA. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le RWA est un fonctionnement. C'est un mécanisme qui est maintenu, cognitivement parlant. Autrement dit, si tu prends un raciste, et qui est raciste parce qu'il a un haut score RWA, pas parce qu'il est SDO, alors que tu le fatigues, que ça va cognitivement impacter ses capacités, il ne va plus être en mesure d'être raciste. Parce que justement, c'est une construction sociale. C'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui est construit et qui est maintenu par les environnements sociaux. De la psy innée, c'est une idée psy. Oui. Si tu veux de l'inné, c'est le réflexe de bébé à marcher quand on le tient à la verticale. On est sur des trucs très très archaïques. Voilà, exactement. Le seul truc inné, c'est la connerie du mythe de la nature humaine. Et non, même ça, c'est une construction sociale, désolé. Les éléments innés, c'est genre la couleur de tes cheveux. Exactement, voilà. On est vraiment sur des éléments qui n'ont rien à voir dans les fonctionnements sociaux. L'inné dans le fonctionnement social, si vraiment vous devez le mettre en place, et ça vous montre bien à quel point, du coup, l'inné n'a aucune pertinence, c'est que l'inné chez l'humain, c'est d'être prosocial. Or, à l'heure actuelle, on voit bien que nos sociétés ne sont pas prosociales. Parce que malgré le fait que c'est inné, et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est inné? Parce que justement, quand notamment vous venez fatiguer des personnes qui ont des fonctionnements justement asociaux, et bien fatigués, ils ont des comportements prosociaux. Si vous prenez quelqu'un qui a des comportements prosociaux et que vous le fatiguez, il a toujours des comportements prosociaux. C'est-à-dire que quand vous enlevez la construction sociale, l'humain, en très grande majorité, a des comportements prosociaux. Ce qui sous-entend que donc, probablement, c'est ça qui est inné. Sinon, ça ne serait pas aussi largement répandu à chaque fois que vous enlevez les capacités de faire autre chose que, on va dire, le fonctionnement de base humain. Or, on se rend bien compte dans nos sociétés qu'on n'est pas sur des fonctionnements qui sont prosociaux. On se rend bien compte que malgré l'inné qui nous pousse au prosocial, nos sociétés sont ultra violentes, sont d'une violence sans nom envers la grande majorité des gens qui la composent. Donc on se voit bien compte qu'en fait, mais oui, il y a de l'inné, mais il est vraiment tellement négligeable dans nos fonctionnements que ça ne sert à rien de le prendre en compte. En fait, c'est pas pertinent parce que son impact n'est pas assez grand. En fait, c'est pas parce que c'est inné que l'impact est grand. Et c'est ça la différence en fait. Quand je suis fatigué, je fatigue les autres jusqu'au stade de devenir des zombies. Ouais, mais en tant que zombie, vous êtes tous sympas. Voilà, voilà. Toujours est-il que, du coup, pour revenir donc sur ce qu'on disait, on est vraiment sur une construction sociale qui est mauvaise, mais qui se maintient du fait d'être ensemble. L'impact de l'odeur sur la mémoire, c'est inné. C'est utilisé en marketing. Oui, effectivement. La positionnement aussi des objets. Vous avez une très nette préférence dans le fonctionnement humain à préférer les objets qui sont présentés à droite. Pourquoi? Aucune idée. Mais si vous mettez des objets à vendre sur une table, on a fait des tests, et qu'on demande à des personnes quel est l'objet qu'ils préfèrent acheter, dans 70% des cas, ils vont dire des objets qui sont à droite. On ne sait pas pourquoi, hein, mais l'inné humain pousse à vouloir les trucs plutôt sur la partie droite de la table. Pourquoi, comment? Voilà. Mais sachez-le. Même un sujet gaucher-droitier. Je ne sais pas s'il y a eu des différences liées à ça. Je ne sais pas. C'est vrai que ça se pose comme question, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu d'éléments traitant de ça. Moi, je me souviens de l'expérience justement où on teste les objets. Est-ce que vous préférez à gauche, à droite? Mais je me souviens pas s'ils avaient testé sans. Peut-être le sens de lecture, peut-être. Peut-être parce que c'est testé effectivement sur des populations anglaises, américaines. C'était un test sur des populations américaines. Donc effectivement, on lit de gauche à droite, donc peut-être que c'est à cause de ça, comme on lit de gauche à droite, peut-être que du coup les personnes finissent sur la partie droite, et comme ils finissent sur la partie droite, peut-être qu'ils préfèrent les objets à droite, c'est possible, j'en sais rien. Sur le même sujet, j'avais eu une réflexion il y a longtemps, ça peut paraître absurde, mais je remarquais que les oiseaux avaient toujours le même chant, alors que leurs parents ne leur apprennent pas. Du coup, il peut y avoir potentiellement des fonctionnements très précis qui seraient innés. Il y en a, mais les fonctionnements innés sont totalement négligeables en termes de fonctionnement sociétal, chez l'humain.
vous n'avez pas du tout le même type de socialisation et de fonctionnement sociétaux au sein de l'espèce humaine qu'au sein des oiseaux. On est des animaux, hein, dans tous les cas, on est d'accord, hein. Il n'y a pas d'espèce supérieure à l'autre. Le fait est qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements. C'est un peu, comment dire? Ça n'a pas beaucoup de pertinence de vouloir comparer 2 espèces qui n'ont rien de comparable, ni en termes de fonctionnement, ni en termes de contexte, ni en termes de corps et ainsi de suite. C'est là où, en fait, vous avez des théories qui sont très limitées et qui sont pourtant développées, hein. D'ailleurs, vous avez beaucoup de chercheurs qui font ces travaux-là, des chercheurs qui sont conservateurs, hein, en l'occurrence, qui vont vous dire: ah mais regardez, chez telle espèce on constate ça, donc chez l'humain ça devrait être la même chose et ainsi de suite. Et ça vient généralement valider tout un tas de fonctionnements qui sont dégueulasses, hein, qui sont des fonctionnements vraiment très très dégueulasses, qui permettent notamment de dire: ah ben vous voyez, dans telle espèce par exemple c'est le mâle qui domine, donc dans l'espèce humaine ça devrait être le mâle qui domine aussi, point. En fait c'est faux, ça n'a rien à voir. Comparer 2 espèces qui n'ont non seulement pas les mêmes capacités techniques, les mêmes capacités cognitives, les mêmes capacités émotionnelles, les mêmes environnements sociaux, les mêmes environnements physiques, et ainsi de suite, ça n'a aucune pertinence. C'est vouloir comparer le fonctionnement du soleil avec le fonctionnement du trou de balle de mon chat. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça n'a littéralement rien à voir. Et se dire: ah bah quand même, vous voyez, le soleil fait de la lumière, donc normalement le cul de mon chat devrait faire de la lumière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune pertinence, vous voyez. C'est à ce niveau-là que c'est complètement pété. Je voulais pas faire de comparaison, je voulais juste isoler les fonctions cognitives. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai bien compris, hein, mais c'est pour ça que je préfère vraiment préciser là-dessus. Parce que il y a des dérives qui se font, notamment en recherche, et pas que en recherche, du coup aussi derrière, sur ces questions-là. Il s'appelle pas Soleil, ton chat. C'est vrai. Mais ça pourrait. Pourquoi cette obsession avec le cul de ton chat? Parce que tous les matins, je me réveille qu'il a mis son cul devant moi. Tous les matins. Mais j'aime mon chat, malgré tout, hein. Mais bon, bref. L'oiseau égale jazz, égale musique improvisée, égale talent. Pas mal. Ça me va, c'est valide. Comme les loups alpha, le truc qui est debunké par le chercheur qui en est à l'origine. Oui, mais ça c'est encore un autre fonctionnement derrière. C'est que vous pouvez avoir des chercheurs qui font des études. Oui. Alors là, il n'y a pas de chat avec moi. Les 3 chats sont partis se balader ailleurs. Je suis tout seul. Voilà, je suis toute seule malheureusement. Mais pour le coup, là c'est encore un autre fonctionnement puisque vous avez effectivement des choses qui se font en recherche qui se trouvent être fausses. Ça arrive. En tant que chercheur, vous allez essayer de comprendre. Vous allez essayer de comprendre quelque chose. Oui, une vraie injustice. Vous allez essayer de comprendre et vous allez vous rendre compte que après avoir publié quelque chose, bah, finalement vous avez d'autres éléments qui arrivent et vous vous rendez compte que c'est complètement pété. Et vous vous rendez compte que c'est faux. Et donc du coup vous allez dire bah non en fait mon ancienne étude bah maintenant j'ai avancé dans le truc et en fait non ça marche pas. Le problème c'est que la grande majorité des gens ne sont pas des personnes qui sont dans le milieu académique, dans le milieu de la recherche. Et donc vous tombez aussi sur des fonctionnements comme des personnes avec un haut score RWA SDO qui vont utiliser des recherches qui pourtant ont été débunkées, notamment par leurs propres créateurs, pour valoriser et mettre en avant leur vision du monde qui est complètement pétée parce que ça va dans le même sens. Et c'est ce qui arrive avec par exemple la théorie justement des loups alpha, tout ça. Vous avez l'auteur de base qui a dit non, en fait c'est complètement faux, c'est de la merde ce que j'ai fait. Mais ça a été repris par tout un tas de groupes pour qui ça permet de justifier leur fonctionnement. Et pourtant, encore une fois, la personne même qui avait mis à la base cette théorie a dit non, c'est de la merde. Mais ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à péter. C'est pas la vérité qui les intéresse. C'est leur vérité qui les intéresse. Et ça, c'est une distinction notable et qui a une grande importance. Très très grande importance. Les Vopsy, par exemple, c'est de la merde. Parce que ça prend pas en compte beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. Comme la validité scientifique, comme la reproductibilité, comme la pertinence de comparer des outils avec eux. Enfin bref, voilà. Evoli est mignon au moins, exactement. Au moins Evoli est mignon. Je continue la lecture. Selon la théorie de la dominance sociale, Prato et Sidanius, autour de l'échelle du SDO, ce type d'attitude est entretenu continuellement parce qu'il y a plus de mythes dans la société légitimant l'idée de la hiérarchie que l'inverse. On voit que le genre masculin, le statut supérieur, la sociabilisation, l'absence d'extensivité des milieux, et le tempérament, par exemple la basse agréabilité dans les traits de personnalité, l'absence d'empathie, génèrent un fort SDO. SDO qui va légitimer certains mythes, et ces mythes légitimeront en retour le SDO. Par exemple, le haut score SDO va cautionner le fait que les blancs seraient supérieurs, car il veut lui-même rester supérieur,
Et ce mythe de supériorité des Blancs va donc être renforcé, et le fait qu'il soit bien présent dans la société légitimera en lui cette idée. A l'inverse, face par exemple à un mythe qui va délégitimer son racisme, comme le multiculturalisme. Il pourra s'y opposer, le ridiculiser, le faire passer cela pour une menace, parce que cela débunk son racisme et donc son SDO. Par ailleurs, les mythes sont aussi renforcés ou diminués par des phénomènes de société. Si les Noirs se voient systématiquement confrontés à des difficultés d'accès au logement, c'est parce qu'il y a des règles implicites les considérant comme risquant d'être plus mauvais locataires que les Blancs. Ce n'est pas une invention, c'est ce que rapporte le rapport des défenseurs de droits de 2020 en France. Hein? Discrimination institutionnelle, voilà. Parce qu'il y a des discriminations individuelles, un employeur choisit uniquement des personnes blanches et rejette tous les racisés. Parce qu'il y a cette idée d'une asymétrie dans les comportements, par exemple que les gens, ou comme basse-corps, considéreraient comme normal qu'un tel soit supériorisé ou ait accès à plus de privilèges, et enfin parce qu'il y a cette idée de la hiérarchie sociale où des gens sont dominés et d'autres dominent. La fronce, exactement. Autrement dit, pour changer les choses à niveau distal, on peut agir sur les contextes de socialisation. Les rendre extensifs me semble certes plus difficile à mettre en place, mais au moins c'est l'individu qui va tirer des conclusions d'expériences qui naîtront spontanément, qui par rebond contreraient les effets du statut, du genre, du tempérament. Ces contextes de socialisation sont les plus difficiles à déconstruire, parce que le SDO veut garder la supériorité que cela lui confère. Il peut être donc très réactant et sensible à tout discours déconstruisant cette supériorité, y voir de la concurrence. On peut aussi mettre en avant mettre en valeur les mythes atténuant la hiérarchie sociale ou déconstruire les mythes légitimisateurs. Comme vu précédemment, le SDO va se sentir offensé par cela et aura une réaction démultipliée de lutte pour défendre l'hiérarchie sociale. Vous savez les paniques morales? Vous voyez à peu près. L'astuce est à mon sens de sortir d'un mode de communication argumentatif tentant de convaincre et tout simplement de montrer directement des modes d'action concrets où l'hiérarchie sociale n'est pas fonctionnelle. Par exemple, arrêtez de discuter avec les patronats en leur disant quand même ça serait bien si vous pouviez filer des ronds à vos employés parce que là quand même c'est abusé, vous faites des profits records. Vous savez, tous ces moments où vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui pourraient mettre des lois, qui pourraient littéralement mettre en place des fonctionnements concrets différents, et qui viennent vous dire bonjour, je suis Elisabeth Borne, s'il vous plaît les patrons, pensez à reverser un peu d'argent, s'il vous plaît. Ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Stop. Qu'est-ce qui marche? Bonjour, nous sommes les syndicats, on fait grève. Là ça marche, d'un coup ça panique, d'un coup ça dit attends merde, nos thunes c'est eux. Du coup s'ils bossent pas on n'a pas de thunes. Ah merde. Ah oui c'est vrai. Ah. Bon attendez, on va discuter. Et là, vous tombez sur des trucs très rigolos, comme par exemple « Bonjour, c'est Elisabeth Borne. Alors, je vous propose de réquisitionner les travailleurs pour casser la grève. » Et que vous avez les syndicats qui disent « Vous faites ça, on fait une grève généralisée sur tous les secteurs. » Voilà. Vous faites des actions concrètes. C'est fini. La communication ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Ils s'en battent les reins. Ils sont dans un système de croyances différent. Ils s'en foutent. À un moment donné, il faut faire les actions. Il faut faire les actions. Et quand je dis faire les actions, c'est pas être en mode oui bonjour, on va vous mettre des coups de pelle ou quoi, on n'est pas obligé de partir dans des trucs violents. Non, on fait grève, on arrête. Votre société elle fonctionne parce qu'on est dedans. On arrête de fonctionner, bah ça c'est fini. Voilà, ça suffit. C'est con, mais ça suffit. Alors ça s'est fait, Captain Brocoli, c'est ce qui s'est passé hier. Vous avez Elisabeth Borne qui avant-hier a dit oui bonjour, je propose à l'Assemblée nationale qu'on casse la grève en réquisitionnant les travailleurs. Et vous avez la CGT qui a dit hier soir, vous faites passer ça et on fait un préavis de grève dans tous les secteurs où il y a les syndicats de la CGT. Vas-y, essaye de casser la grève. Chaud. Et du coup, a priori, ils sont pas partis pour casser la grève. A priori, Elisabeth Borne, pour l'instant, n'a pas dit allez, vas-y, on y va, Franco, c'est bon, on va vous casser votre grève. Je pense que là, peut-être la menace, elle s'est dit ah, quand même, c'est vrai que si t'as tout le monde qui fait grève, c'est vrai que ça risque de poser problème.
Ça craint ce qu'ils essayent de faire passer, hein. Ouais, non, ça craint de cul, ça craint de ouf. Après, c'est pas passé pour l'instant, hein, mais, mais s'ils essayent de réquisitionner les travailleurs pour forcer le travail dans les raffineries, et que la CGT, du coup, a dit non, non, faites ça et on vous fait une grève générale, je pense que ça peut être très drôle. Je pense que ça peut être très très drôle. Parce qu'à vouloir toujours tenter plus fort, au bout d'un moment, tu finis par tirer trop, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça par notre ancien Premier ministre, le caniche, comment il s'appelait déjà? Édouard Philippe, où il est dit, alors je crois que c'est une école de commerce où il explique que bah, c'est marrant parce que à chaque fois ils se disent, oh quand même on va faire passer ça et franchement là ça va claquer, hein. Là ça va pas tenir, hein. Puis finalement ça passe, alors on tente encore. Et du coup on se dit que là franchement là ça va péter, puis finalement ça passe. Alors du coup on tente encore un peu. Et en fait, le truc, c'est que il le dit lui-même, c'est à un moment donné, ça va claquer. On sait que ça va claquer. Et là, on est même capable de savoir qu'il y a de grandes chances que ça claque quand même. Et que plus on tente, plus ça va claquer. Mais pour l'instant, ça passe, alors on continue. Ouais, sauf que là, bah, peut-être que c'est la fois de trop. Peut-être que là, ça y est, la CGT, elle a fait non, mais quand même, non. Stop. Non, là, quand même, c'est beaucoup. Ça, non. Vous faites passer beaucoup de trucs, ça passera pas. On verra, ma foi, on verra. Bref, toujours est-il que je reprends le texte. L'astuce est à mon sens de sortir d'un mode de communication argumentatif, tentant de convaincre, et tout simplement de montrer directement des modes d'action concrets où la hiérarchie sociale n'est pas fonctionnelle. Autrement dit, montrer ce que cela donne concrètement. Par exemple, plutôt que de promouvoir les droits universels humains, autant montrer directement l'action des ONG sur le terrain. Certes, ce n'aura pas beaucoup d'effet sur les très hauts scores, y compris les RWA, mais cela aura au plus d'impact sur les autres, ce qui n'est pas inutile, car les non-hauts scores peuvent entretenir malgré eux des limites qui légitiment la hiérarchie sociale, faute de reconnaître d'autres façons de faire. Il n'est donc pas inutile qu'ils aient accès à des modèles concrets d'autres modes de fonctionnement. On peut aussi agir sur la discrimination institutionnelle en changeant les lois, les règles d'environnement proximaux et ou distaux, en valorisant des institutions dans lesquelles on court d'autres règles non basées sur les préjugés. La discrimination individuelle peut être également canalisée par l'environnement social. L'asymétrie comportementale peut commencer par déconstruire nos adhésions à la hiérarchie sociale ou, pour reprendre les termes de la SDT, commencer à passer au crible nos introjections et nos internalisations médiocres qui légitiment le SDO. Si on peut avoir un rôle dans la construction ou la vie d'un groupe, on peut être attentif au processus de domination et de soumission, et faire en sorte de les changer, en changeant les règles, en changeant les rôles, en changeant les modes de fonctionnement, etc. À noter que tout ceci, l'aide à la libération des personnes à haut score, peut difficilement être menée lorsqu'on est cible directe de leurs préjugés. Ça marche évidemment mieux si on est perçu comme un membre de leur endogroupe, considéré comme un tiers non classifié dans leur système ethnocentrique. On n'est alors ni la cible, ni le traître, ni l'inférieur. Cela ne veut pas dire pour autant que toute communication entre haut score et leur cible est impossible. Par exemple, Daryl Davis, musicien noir aux USA, a réussi à convaincre plus de 200 membres du Ku Klux Klan de quitter leur idéologie, grâce à son extraordinaire autodétermination altruiste et compassionnelle, de très fortes compétences relationnelles et un grand courage. Cependant, ce sont ces mêmes altruistes qui nous disent que parfois, on ne peut pas, et il n'y a pas à s'en vouloir de ça. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte aussi. Il comprend pas qu'il risque sa tête si ça pète. Si, je pense qu'il doit se douter quand même qu'au bout d'un moment ça va péter, mais il continue à se dire, parce qu'encore une fois, il est dans un fonctionnement dans lequel il est à l'avantage, de se dire que même si ça pète, lui ne sera pas touché. Que finalement, lui ne sera pas tant touché que ça. Parce qu'il ne comprend pas en fait ce qui peut se passer si vraiment ça explose. Un peu effectivement dans le sens où je pense qu'il comprend que ça risque sa tête, mais il continue à côté de se dire qu'il y a tous les moyens pour éviter de ça parce qu'il ne voudra pas que sa tête tombe. Vous voyez, il y a toujours, encore une fois, il ne faut pas oublier cette construction sociale-là, de se dire, avec ces personnes avantagées, qu'ils ont toujours la croyance ferme que s'ils veulent, ils peuvent. Et donc, à mon avis, il a conscience que si ça pète, potentiellement, il y a la moitié du pays qui crame, et donc potentiellement lui. Mais à mon avis, il a toujours cette idée de se dire, lui et tous les autres du même genre, hein, de se dire, mais moi en vrai, je vais me casser, je vais éviter ça. Moi en vrai, je vais pas rentrer là-dedans, je vais me casser, je vais éviter. Et c'est là où en fait il y a un problème. C'est là où il y a un vrai problème. Ils n'ont pas conscience en fait des... Il y a une forme de déni, effectivement. Il y a une forme de déni dans l'idée où, encore une fois, ils sont incapables de comprendre ce que c'est que de chuter. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de pouvoir tomber.
parce que dans leur idée, ils sont déjà tombés des fois, vite fait, enfin ils ont trébuché quoi, et qu'ils ont réussi à se relever, donc c'est bon. Ils sont vraiment dans un fonctionnement où tout valide le fait que quand ils veulent, ça marche. Donc ils comprennent pas ce que c'est que de vouloir et de pas réussir. Ils comprennent pas ce que c'est que de vouloir et de se manger des coups de pelle dans la gueule encore et encore et encore. Ils ne le comprennent pas, ils ne l'ont jamais vécu. Ce qu'ils ont vécu et qu'ils assimilent à ça est tellement ridicule que pour eux, ils n'ont aucune capacité à le comprendre, à moins de le vivre. C'est pour ça que tout à l'heure vous aviez V6 et coucou Anemone, j'espère que ça va au boulot, je t'aime. C'est pour ça que tout à l'heure vous aviez V6 qui était là, qui vous disait un des rares moyens de faire un peu casser le fonctionnement d'un SDO, c'est en fait de le rendre pauvre. C'est parce qu'à moins de se retrouver dans une situation où tout lui chie dessus, il y a de grandes chances qu'ils ne le comprennent pas. Et même comme ça, il peut avoir un fonctionnement qui va consister à dire je suis au fond du trou parce que je vaux mieux que vous et que du coup vous êtes jaloux. Parce que je vaux mieux que vous, vous faites tout pour me casser. Parce que je suis mieux. Et que vous le savez. Et comme vous avez honte de ne pas être mieux, vous préférez me casser la gueule plutôt que faire des efforts pour essayer de me rejoindre. Vous voyez, on a vraiment un fonctionnement, une croyance qui à la fois relève du déni, d'une espèce de croyance en espèce d'ordre divin limite. Hein. On est un peu, vous savez, pendant très longtemps, on avait des systèmes féodaux qui se basaient sur le droit divin. On est un petit peu aussi sur ce goût-là, quoi. Est-ce que l'empathie ne peut se réaliser qu'en ayant goûté le goût de la souffrance? Ça peut. C'est une maladie mentale? Non, ce n'est pas une maladie mentale. Ça n'a rien à voir parce qu'une maladie mentale, ça sous-entend que vous avez un fonctionnement qui est en dehors de toute construction sociale. Là, c'est pas le cas. C'est une construction sociale qui vous fait avoir ce modèle de pensée-là. Donc, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas parce que vous avez une société qui vous forme à être la pire raclure sur Terre qu'être la pire raclure sur Terre est une maladie. Non, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement qui a été à chier, mis en place sur vous, auquel on vous a fait adhérer. C'est une programmation mentale, effectivement. Je pense que le terme de méditation est déjà plus proche. C'est une construction qui est maintenue, qui est construite, qui est partagée, repartagée, légitimée par tout un tas de choses. Et le fait est qu'on peut le casser. C'est compliqué parce qu'on est dans un fonctionnement particulièrement fermé, particulièrement enclavé. Donc c'est très difficile d'avoir des prises dessus, mais ce n'est pas une maladie mentale. Ça n'a rien à voir. Si tu es au fond du trou et que tu vois pas la réalité, c'est très compliqué de fonctionner dans la vraie vie. Alors, c'est pas parce que tu n'es pas capable de fonctionner dans la vraie vie que c'est une maladie mentale. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, c'est pas la même chose. On parle pas des mêmes éléments. Mais effectivement, avec ce genre de fonctionnement, si tu te retrouves dans la vraie vie de tous les jours des prolos, tu vas être dans la galère. Tu vas être dans une galère monumentale. Et encore que, en vrai, tu vas avoir des fonctionnements qui peuvent très bien fonctionner parce que nos sociétés à l'heure actuelle sont des sociétés pour ce genre de fonctionnement. C'est pas pour rien qu'ils existent, ces fonctionnements. Notre société promeut et met en avant ces fonctionnements-là. Donc en fait, même en étant au fond du trou, il va lui-même trouver des raisons pour justifier le fait qu'il est au fond du trou. Et donc en fait, il va fonctionner dans cette société. Fonctionner de manière complètement bancale et pétée, mais il va fonctionner. Donc c'est ça aussi qui est la différence. Quelqu'un qui est en maladie mentale ne peut pas fonctionner dans la société parce que la société n'est pas prévue pour lui, parce que la société le détruit, parce que c'est une maladie. Là, on n'est pas là-dessus. Il va partir du principe que tout le monde est un connard et contre lui, et qu'il est au fond du trou parce que tout le monde lui veut du mal, parce qu'ils sont jaloux et ainsi de suite, mais il va pouvoir fonctionner dans la société. Il va continuer à légitimer le fonctionnement de la société et dire que la société est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un autre élément. Ce serait plutôt la saucisse qui serait malade. Oui. C'est plutôt la société qui serait malade, effectivement. J'aime programmation car pour certaines personnes, tu as beau rentrer dans n'importe quelle donnée, il en ressortira toujours de la merde, un peu comme de la programmation, une équation foirée. Valide. Non mais valide, je pense que c'est valide. Et du coup, pour reprendre sur l'empathie, l'empathie effectivement peut être comprise par le fait d'avoir vécu effectivement notamment des souffrances. Si à un moment donné vous ne voyez que le même genre de stimulus, vous ne pourrez pas comprendre des stimulus différents parce que vous ne les aurez pas usités. Est-ce que c'est vrai qu'être de gauche c'est une maladie mentale? Non. Non. Pitié, non. Dites pas des trucs comme ça, après je vais vouloir vous mettre des bannes. Faites pas ça. Soyez pas cons. Je me demande ce que ça donnerait de revoir le film Un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux, ça me parle, mais je ne savais pas ce que c'est comme film. Mais ça me parle. Un fauteuil pour deux.
Un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux. C'est quoi? Fauteuil pour deux, film américain, tatatap, en 83. Nanana. Louis Winthorpe III est le directeur général de Duke Duke Commodity Brokers, florissante société de courtage en matières premières agricoles basée à Philadelphie. Billy Ray Valentine est un roublard astucieux mais fauché. À leur insu, tous deux vont faire l'objet d'un pari insensé de la part des patrons de Louis, les frères Mortimer et Randolph Duck, deux personnages arrogants. C'est derrière en effet des vues divergentes sur le rôle de l'acquis et de l'inné. Mortimer affirme que certaines personnes sont capables de réussir dans toutes les situations qui s'offrent à elles, tandis que d'autres échoueront systématiquement. Randolph croit pour sa part qu'un gagnant peut choisir si son environnement ne lui est plus favorable et que celui qui a échoué pourrait réussir dans d'autres conditions. Pour se mettre d'accord, il convient de réaliser une expérience grandeur nature, le vainqueur en remportant leur montant habituel. Il s'arrange pour discréditer Louis lors d'une réunion, le faisant passer publiquement pour un voleur, ce qui conduit à son arrestation, son licenciement et au gel de son compte en banque. Ils envoient également leur employé Bex payer Ophélie pour qu'elle embrasse Louis en public lorsque Penelope Winterspoon, la fiancée de Louis, vient le trouver au commissariat. Dans le même temps, ils embauchent Billy Ray Valentine et lui offrent la place de Louis ainsi que l'appartement propriété des Duck qu'il occupait. Les premiers jours, la thèse défendue par Randolph prévaut largement. Largué par sa fiancée, rejeté par ses amis et sans ressources, Louis sombre rapidement dans la pauvreté et est recueilli par Ophélie, prise de remords, qui lui avoue qu'elle a été payée par les Ducs. Ophélie lui avoue également qu'elle est une prostituée et elle lui promet de l'aider à regagner sa place dans la société. De son côté, Billy Ray use de sa sagesse populaire pour prédire avec justesse l'évolution des prix de certains actifs, ce qui lui vaut quelques beaux succès sur le marché des contrats à terme. Louis tente par tous les moyens de regagner son rang et par discréditer Billy Ray. Lors de la fête de Noël, Louis force l'entrée et tente de simuler de la drogue dans le bureau de Billy Ray pour le faire accuser. Il est très rapidement maîtrisé et humilié, doit quitter les lieux. Les Ducks doivent constater que Randolph a gagné le pari. Mortimer lui remet donc la somme convenue, $1. L'expérience ayant trouvé son terme, les frères s'accordent sur le fait que Valentine n'a plus sa place au sein de leur institution. Mais ils ne savent pas que Valentine, caché dans les toilettes pour y fumer un joint, a surpris leur conversation. Écœuré d'avoir été pris pour un simple pion dans l'histoire, il rejoint Louis et Ophélie pour leur expliquer toute la situation. Ayant renoncé à tuer les Ducks, ce qui leur voudrait à coup sur la prison, Louis et Valentine, devenus à présent amis, conviennent que la pire situation pouvant arriver à des riches financiers serait d'être ruinés. Ils apprennent que Bex, l'associé de Duck, doit leur fournir un rapport confidentiel du ministère de l'Agriculture concernant les productions d'orange, et ceci afin de disposer d'informations d'initiés sur le marché du jus d'orange concentré. Ça continue encore longtemps le synopsis? Oui, non, bon Dieu, on va pas tout lire. Bref, ça a l'air intéressant ceci dit, mais je sais pas comment c'est réalisé, donc voilà. Ma foi. Je suppose pour qu'on puisse appeler ça une maladie, il faudrait que le concerné ait des problèmes. Une maladie n'est pas forcément un problème, en l'occurrence. Vous savez, c'est comme le handicap. Le handicap n'est pas un problème. Le handicap, c'est juste que la société n'est pas prévue pour vous et vous fait vous mettre en situation de handicap. Ce qui est une distinction notable. La maladie, ça peut être un peu le même fonctionnement en fait. Donc du coup, c'est discutable. Là, on est sur des sujets qui s'éloignent un peu en plus de tout ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas du tout le même genre de fonctionnement. En fait, venir expliquer des fonctionnements notamment violents comme le RWA, comme le SDO, par la maladie, c'est un énorme problème parce que ça consiste à psychiatriser des fonctionnements de société qui sont issus de fonctionnements de société. Or, en mettant en fait de la psychiatrisation, en mettant la maladie comme étant la raison, comme étant l'explication, en fait ce que vous faites c'est que vous allez individualiser le problème, vous allez dire qu'en fait c'est pas un problème de société, c'est un problème d'individu au sein de la société. Et ça c'est un gros problème parce que ça ne permet pas de comprendre, ça ne permet pas de se mobiliser et de mobiliser les ressources pour comprendre les fonctionnements de nos sociétés et se rendre compte que c'est nos sociétés qui ont ces fonctionnements-là et qui promeuvent ces fonctionnements-là. Et est-ce que la société ne crée pas justement des maladies? Ben oui, d'une certaine manière, mais ça ne change pas le fond du problème, en fait, ça ne change pas le fond du schmilblick que je suis en train de vous raconter. En mettant le fait que, je vais vous reprendre un autre cas. Par exemple, il y a quelque temps, vous avez eu une guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, si ça vous parle, avec un certain Poutine en tant que président de la Russie, qui est une grosse raclure de merde, qui du coup a décidé que bah, c'était bien l'impérialisme et c'était bien le bellicisme, donc il a décidé d'aller attaquer tous ses voisins. Très bien. Bon, vous avez eu une conversation qui s'est faite sur le Guilded. Donc le Guilded, c'est le serveur que j'utilise pour papoter avec vous. Donc le Guilded est une structure en fait sociale anarchiste. Le but du jeu, c'est que tout le monde peut venir un peu profiter de ça, échanger les uns avec les autres. Et donc du coup, on a eu des gens qui ont commencé à dire, vous avez vu ce que fait Poutine, c'est quand même un fou. En faisant ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que vous venez rattacher les fonctionnements violents, les fonctionnements délétères de Poutine à la maladie.
En faisant ça, vous sous-entendez que c'est la maladie qui rend violent. Or, c'est pas le cas. Parce qu'en faisant ça, vous discriminez du coup toutes les personnes qui sont malades. Vous venez mettre en fait toutes les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques sur le même plan. Parce que vous venez du coup dire, vous voyez finalement ce qui fait que Poutine a fait ce fonctionnement-là, ce qui fait que Poutine est un gros connard, dangereux, qui tue des centaines, des milliers de personnes, c'est parce qu'il est malade. C'est pas le cas. Il n'est pas malade, il n'est pas fou. Il a juste le fonctionnement que la société attend de lui. Il est dans une société qui valorise tout ça, qui valorise l'homme, l'homme fort. Hein. On a encore là récemment eu un militaire russe qui a fait tout un discours homophobe pour justifier la violence qu'ils sont en train de faire. On est sur des fonctionnements qui ne relèvent pas de la folie. On n'est pas sur des fonctionnements qui relèvent de la maladie. On est sur des fonctionnements qui sont des fonctionnements sociaux ultra violents. Qui relèvent justement des fonctionnements RWA et SDO. On est sur des fonctionnements qui sont là, pérennes, parce qu'ils sont maintenus par la société, parce qu'ils sont maintenus par des groupes sociaux qui les mettent en place, qui les construisent, qui les maintiennent, qui les font se propager. Et donc on est très très loin de la maladie, puisque la maladie va dépasser ça. C'est pas une construction sociale, la maladie. La maladie, c'est une maladie. Elle existe, qu'il y ait une construction sociale ou pas. Et venir mettre sur le même plan en fait toute la violence, toutes ces choses horribles que sont capables de faire ces fonctionnements sociaux, ces constructions sociales sur le dos de la maladie, ça permet surtout de discriminer les malades en leur disant finalement c'est vous les malades qui êtes le problème parce que vous êtes malade, vous êtes susceptible de violence et compagnie. C'est faux. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes capable de violence. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils ont des fonctionnements sociaux extrêmement délétères qu'ils ont ces fonctionnements sociaux extrêmement délétères. C'est pas une maladie quelconque qui vient faire ça. Et c'est pour ça que ça me pose problème de vouloir mettre ça sur le dos de la maladie. Et c'est pour ça que ça me pose problème de dire que c'est la société qui crée cette maladie. Ce n'est pas une maladie. Ça, ce n'est pas une maladie. C'est un fonctionnement social ultra délétère, mais ce n'est pas une maladie. Ça n'empêche pas que ces personnes-là, encore une fois, sont autant bourreaux qu'ils sont victimes de ces fonctionnements. Ne l'oublions pas, mais ça n'excuse rien. Une maladie, vous êtes au-delà de vos capacités. Vous n'êtes pas capable de contrôler ça. Généralement, même les gens malades se font d'autant plus de mal en essayant de passer outre la maladie. Là, c'est pas le cas. Ils se complaisent dans ce fonctionnement-là, qui certes leur fait du mal, mais ils le maintiennent, ils le valident, ils le propagent. Donc, en fait, une personne malade n'est pas responsable de ses actions. Ces personnes-là sont responsables de leurs actions. Vous voyez la différence ? Est-ce que vous comprenez la différence ou pas entre les deux ? Ma dépression, c'est la société pourrie qui l'a faite pour le coup, ou ma connaissance de celle-ci. Oui, mais en fait, ce n'est pas... c'est pas par ta maladie que tu en deviens quelqu'un de violent qui va attaquer les gens autour de toi, qui va faire preuve de ségrégation, qui va faire preuve de discrimination, qui va faire preuve de sexisme et ainsi de suite. En fait, c'est ce que tu disais. Oui, voilà. Comme quoi, hein. On pourrait croire que je suis psychologue social du travail des organisations à la base. Que ça a été mon métier, du coup, avant d'être sémereuse. On pourrait. Bref, donc vous voyez un peu l'idée. C'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, on n'est pas sur la maladie. Ça n'a rien à voir. Ça serait faire preuve juste de discrimination envers des populations qui n'ont pas à être discriminées par rapport à ça. Tu fais une différence entre un trouble de la personnalité et une maladie ? Non, mais on n'est pas forcément sur des troubles de la personnalité, encore une fois. En fait, elle est là la différence. On n'est pas sur des troubles de la personnalité. Ce ne sont pas des personnes qui sont malades. Je me disais ça rejoint la question de la liberté. Le malade n'est pas libre de choisir, effectivement. Ils sont libres de choisir, ils sont capables de se remettre en question. Leur fonctionnement ne les aide pas à ça, certes, mais ils ont la capacité de le faire. Et ils choisissent de ne pas le faire. Parce que le faire, ce serait se rendre compte qu'ils sont des grosses merdes, qu'ils ont des comportements violents, et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement problématique. C'est extrêmement problématique de vouloir dire c'est une maladie. Parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose qui les dépasse. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils n'ont littéralement aucune prise. Ils ont des prises. Ce fonctionnement-là n'est pas un trouble de la personnalité. Un trouble de la personnalité est une maladie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un trouble de la personnalité. C'est un fonctionnement social. Un fonctionnement social délétère, extrêmement dangereux, extrêmement vicieux, mais ce n'est pas une maladie. Ni de près ni de loin. C'est un fonctionnement social hautement discutable et qu'il faudrait changer, mais en rien ce n'est une maladie. C'est pour ça que j'aime pas qu'on psychologise les événements juste quand ça nous arrange. Exactement. Mettre sur le dos en fait de la maladie ces fonctionnements-là, ce serait
non seulement d'un point de vue politique, supprimer la réflexion qu'on pourrait avoir sur ces fonctionnements sociaux, parce que ça relèverait de la maladie, et du coup, si ça relève de la maladie, ça relève de l'individu. C'est pas un problème social, c'est un individu qui a adopté ce fonctionnement-là parce qu'il est malade. C'est un problème individuel. Ça déjà, c'est un premier problème pour moi. Derrière, au-delà de ça, ça vient aussi, encore une fois, faire discrimination sur toutes les autres personnes malades, parce qu'il y a tout un tas de personnes malades à différentes strates de nos sociétés. Et du coup, dire, parce que vous êtes malade, vous êtes dangereux, vous êtes violent, pareil, c'est un énorme problème. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes violent, que vous êtes dangereux, que vous êtes raciste, et j'en passe. C'est pas le cas. Vous pouvez avoir des troubles, vous pouvez avoir des maladies qui vous font avoir des comportements violents, des comportements dangereux pour vous, pour d'autres. C'est possible, mais une maladie spécifique dans un cadre spécifique. C'est pas la maladie qui fait que vous êtes dangereux. Vous voyez la distinction entre les deux ou pas? Et d'ailleurs, généralement, les maladies, notamment mentales, qui poussent à la violence, c'est parce qu'on a un gros problème dans nos sociétés, c'est parce qu'on a tendance à leur envoyer des putains de beignes dans la gueule en constant à des personnes qui sont déjà en difficulté. Et du coup, quand tu te prends des beignes en constant dans ta gueule, alors que déjà tu es en difficulté, généralement, il y a un moment où ça finit par exploser. Donc en fait, si tu réfléchis 30 secondes, tu te rends compte dans la très très grande majorité des cas, les personnes qui sont folles, en fait, ben, s'ils font preuve à un moment donné de violence, c'est juste parce que c'est en réponse. Vous voyez déjà le problème qu'il y a du coup à vouloir venir mettre là maintenant ça en place, à venir mettre cette différence-là. Comprends aussi que la différence entre une personne avec un trouble de la personnalité narcissique et la description de ces personnes est compliquée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que, notamment, ce n'est pas parce que vous êtes RWA ou SDO que vous n'avez pas de maladie. Vous pouvez avoir une maladie en plus. Notamment, vous pouvez avoir un trouble de la personnalité narcissique en plus. Mais le RWA et le SDO n'est pas une maladie. Vous pouvez avoir des membres des hauts scores RWA SDO qui, à côté de ça, par ailleurs, ont un trouble. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un trouble que ce trouble est le haut score. Vous voyez la différence ou pas? Mais effectivement, il y a une différence qui est difficile peut-être effectivement à notifier parce que ça peut être assez proche sur beaucoup d'éléments, effectivement, parce que vous avez effectivement des troubles de la personnalité narcissique. Mais le truc, c'est que le SDO, si on prend le SDO, encore une fois, est un problème de classe. Le trouble de la personnalité narcissique n'est pas un problème de classe. Vous le voyez à toutes les strates, en fait. Vous pouvez avoir des problèmes qui ont des troubles narcissiques, qui sont des prolos, qui sont des femmes racisées, prolos, vous voyez, par exemple. Vous pouvez avoir des personnes qui sont des troubles de la personnalité narcissique, qui sont des hommes blancs hétéro cis, vous voyez, aisés. Le fait est que, dans le cas du SDO, on constate que ce sont les hommes blancs cis hétéronormés aisés. On constate que ce sont les mêmes. On constate que c'est un fonctionnement de classe. C'est là où, encore une fois, du coup, venir mettre sur le même plan, c'est un problème. En fait, la socio, c'est simplement une thérapie psy de la saucisse. Même pas, non. On n'est pas sur. Encore une fois, il faut essayer d'évacuer un petit peu le côté maladie parce que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment être attentif à l'usage détourné des mots qui peuvent diluer, galvauder, glisser des idées parfois même contraires au sens initial du sujet. Ouais, clairement. Un salarié du dépôt Total Energy de Madrid réquisitionné jusqu'à son domicile. Pardon? What? On met la saucisse sur le divan et c'est parti. Non, encore une fois, je pense pas que ça soit du tout adapté. Je pense que c'est pas du tout adapté, je pense que c'est pas du tout bon. Je pense que ce n'est pas du tout bon. Parce que, encore une fois, la société est dysfonctionnelle, elle n'est pas malade. Parce que la maladie est quelque chose qui dépasse vos capacités. La maladie est quelque chose qui n'est pas capable d'être remise en question. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez avoir la liberté de choisir. Notre société, nous avons la liberté de choisir. À plein de niveaux, c'est difficile parce que du coup, la société est constituée de tous ses composants, donc c'est compliqué de pouvoir faire changer les choses, certes, mais c'est possible. Donc la société n'est pas malade. La société est dysfonctionnelle. La société est dangereuse. La société est raciste. La société est patriarcale. La société est misogyne. La société est plein de choses qui sont des fonctionnements délétères. La société n'est pas malade. Malade sous-entendrait que ça dépasse ses capacités, que ça dépasse nos capacités généralisées, et que du coup, de fait, on ne pourrait pas remettre finalement en question ses fonctionnements. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Là, ce n'est pas le cas. La société, on peut la faire changer. Et on la fait changer à plein de niveaux. À des niveaux qui sont certes peut-être très petits pour beaucoup d'endroits, mais de fait, on a un impact et on peut la changer parce que nous avons du pouvoir dessus. Aussi minime soit-il, nous avons du pouvoir dessus. Effectivement, ça prend du temps, un temps phénoménal de pouvoir changer de manière plus globale, c'est vrai. Mais rendez-vous compte déjà de ce qui a été fait dans l'histoire humaine, par tout ce par quoi on est passé, et là où on en est aujourd'hui, malgré tous les problèmes qu'on est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a encore 200 ans, les femmes ne votaient pas. Il y a encore 200 ans, il n'y avait pas de femmes patrons. Ok, aujourd'hui, nous avons toujours énormément de problèmes et nous avons toujours un patriarcat qui est solide sur ses appuis. Clairement, aujourd'hui, les femmes ont le droit de voter. Aujourd'hui, vous pouvez voir des femmes patronnes. Aujourd'hui, vous pouvez constater tout un tas de choses qui ont quand même évolué. Petit, hein, encore une fois, c'est minuscule et c'est frustrant de voir le manque absolu de vitesse à laquelle ça évolue. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est un constat. Mais on fait évoluer les choses. On peut et on fait évoluer les choses. Si c'était une société malade, on ne pourrait pas. Vous voyez la différence, vous voyez la distinction, encore une fois, c'est important. Je partais du principe que la société a tendance à créer des troubles de la personnalité, mais je prends visiblement le problème à l'envers. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Et il ne faut pas s'excuser d'avoir pris du temps dessus parce que c'est important, comme tu dis, c'est important pour toi, c'est important pour d'autres, c'est peut-être important pour des personnes qui vont regarder sur YouTube, c'est peut-être important pour d'autres personnes qui sont dans le chat mais qui ne parlent pas ou qui n'interviennent pas parce que juste ils écoutent et que ça leur suffit. Mais pour le coup, c'est important de mettre ces points-là en avant. C'est important de pouvoir faire ces distinctions-là et de pouvoir justement mettre des mots pour montrer les limitations d'utiliser à tort certaines expressions, comme de dire que c'est une maladie. C'est important. Les patrons, hommes comme femmes, on n'en veut plus en vrai. Ça, c'est un autre fonctionnement. Là, je parlais juste du cas des progrès sur les conditions des femmes. C'est un des problèmes multiples que connaissent nos sociétés et c'est un des problèmes multiples sur lesquels il y a un peu des avancées. Effectivement, derrière, un des autres problèmes multiples, c'est le capitalisme, le néolibéralisme, qu'il faut juste tout cramer. Donc, faire disparaître la propriété privée et faire disparaître les patrons. Patrons, patronnes, effectivement, oui, certes. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais bon, vous voyez, encore une fois, l'idée de ce que j'essaie de vous transmettre comme message. La VOD est très longue. La VOD est très longue. J'avais lancé la VOD à 11h. Il est quasiment 13h. Il est quasiment 13h. Donc, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus parce que là, je pense qu'il y a encore, ouais, il y a encore du texte. Petite fougère de YouTube. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, en fait, il n'y a pas tant que ça. Quoique. Attends, si? Non, il n'y a pas tant que ça, j'ai l'impression, en fait. On est à la fin. Ah! Bon, attendez, on va finir ça, alors. On va finir ça. On va quand même finir ça. En résumé, on aurait donc ces stratégies, des constructions concrètes de ce qui augmente l'adhésion au darwinisme social, à une hiérarchie sociale compétitive, que ce soit au niveau individuel, intergroupe, institutionnel, culturel, politique, notamment en montrant une construction concrète et incarnée des valeurs opposées, telles que l'entraide, l'horizontalité, l'autogestion, la solidarité, la compassion, la coopération, extensive, non ethnocentrique. Je précise parce que le RWA peuvent cultiver cette solidarité et ces valeurs, mais uniquement pour leur endogroupe. Augmentation de l'extensivité. Prendre en référence donc les personnalités altruistes qu'on a vues en construction ME, des environnements sociaux. Le déverrouillement de la prise de perspective, composante de l'empathie cognitive. Cependant, attention, il ne s'agit pas d'apporter une compétence en partant du principe qu'ils ne l'ont pas. Par exemple, en voulant les éduquer. Il s'agira plutôt de lever des blocages qui les empêchent d'en faire preuve pour les exogroupes. La méthode de Carl Rogers, vue en extension BF, peut aider à comprendre ces distinctions. On rappelle tout à l'heure, on n'est pas là pour leur dire « fais ça », on est là pour leur dire « tu t'empêches de faire ça, tu sais que tu peux ». Voilà, concrètement juste ça. Et ça suffit. Apporter du soutien et des outils autonomisants, soutenons la régulation émotionnelle, notamment par les RWA, et l'aspect sensible à la menace, à la peur, au stress. Attention, là aussi, ce n'est pas qu'ils seraient nécessairement incapables de régulation émotionnelle, mais que leurs stratégies sont parfois inadaptées, en, par exemple, suppressant l'empathie, en faisant preuve de déni. Encore une fois, on n'est pas là pour leur dire « Hé, attention, ce que vous faites, c'est pas bien, vous devez apprendre à faire ça ». Non, on est là pour leur dire « Alors, à chaque fois que tu es présenté à ça, tu as ce fonctionnement-là. Est-ce que tu sais que tu as aussi la capacité de faire ça différemment, si tu le souhaites ?» Encore une fois, ça suffit.
Acceptation des démarches compatissantes qu'ils peuvent initier, par exemple l'aide à des associations pour l'environnement, acceptation de leurs demandes de coopération, parce que cela leur permettra de fréquenter des milieux extensifs. Cependant, il s'agit de préparer, de soutenir, de protéger les personnes en présence qui pourraient être cibles de ceci. Il s'agit de ne pas laisser la vision ethnocentrique des RWA envahir l'environnement extensif, ni de leur en faire une position permettant de dominer l'environnement social, car ils prendraient des décisions sur la base de leurs préjugés, par exemple. Autrement dit, vous faites de l'associatif, vous faites du groupe, de la coopération, mais il faut que les autres personnes soient au courant, prévenues, et puissent du coup essayer de casser les éventuelles dynamiques qui pourraient se mettre en place. Montrer les possibilités de situations futures, autrement dit faciliter l'orientation autonome, notamment lorsqu'on imagine la perspective de l'autre, qu'on exerce son empathie. Mettre en valeur l'intrinsèque et le vide de l'extrinsèque. On y reviendra plus largement au dernier chapitre. Est-ce que cela va nous servir à étendre l'autodétermination? On l'a vu, les chercheurs entremêlent d'ores et déjà les deux notions et ce mixage est extrêmement productif. Donc, sans l'ombre d'un doute, cela étend à la fois les notions de RWA, SDO, tout comme la SDT s'est également étendue. On comprend mieux les conséquences désastreuses d'une orientation contrôlée, chronique, ou des aspirations, motivations extra-secs. On les détaillera davantage. La confrontation que nous allons voir par la suite va nous montrer encore plus concrètement ce cercle vicieux qui se joue entre aspiration extra-sec, orientation contrôlée, RWA et SDO. Et nous avons fini là-dessus. Petite fougère de YouTube, c'est une grosse VOD. C'est une grosse VOD, désolé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes à échanger là-dessus. Je pense que ça a été quand même pas mal. On a eu des échanges qui étaient assez riches. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous dans le chat, mais je pense que c'était pas mal. Et je sais pas ce que vous en avez pensé vous du coup sur YouTube. Alors, écoutez tout ça, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense qu'encore une fois on progresse et c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas une grosse VOD. On a fait pire, certes, mais bon, voilà. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cette fois-ci. Je te dis à très bientôt pour la suite qui sera quête. Des bisous. Tchou, tchou, tchou.